Welcome babies, bienvenue sur Can We Talk. Bon, vous savez que de base, je l'ai déjà dit, mais il doit avoir une petite musique. J'ai mon acolyte en fait à ce moment-là qui lâche une petite voix. Moi pour l'instant, je suis encore un peu timide, mais ça va venir. Les amis, super heureux de vous retrouver. Vous le savez, on est dans une formule où voilà, qui est un peu différente dans la mesure où Loïc est en Afrique, moi je suis ici et ça ne nous empêchera pas de continuer à développer Can We Talk, d'avoir des invités exceptionnels qui seront en capacité de vous donner cette petite dose, cette petite secret sauce dont on a besoin au sein de notre communauté. Et je peux pas avancer sans te dire l'importance. C'est important. Tu sais que ce podcast est sponsorisé par la Nekao School et que par conséquent, si tout ce qui tient à l'éducation financière, si tu comprends qu'en cette fin d'année, il te faut avoir des bases solides pour faire de 2026 une année prolifique en matière de revenus, en matière d'investissement, tu dois prendre ton rendez-vous gratuit. On est en train de passer par une phase qui est spécifique. Le livret A cet été a baissé en termes d'intérêt à 1,7%. On est dans une phase, je sais pas si tu l'as vu, qui nous a, en termes d'information, indiqué que il sera très compliqué d'avoir accès à tout ce qui est, comment on appelle ça, découvert. Tu dois faire le nécessaire pour te concentrer et faire en sorte que cette année 2026 soit ton année en matière d'investissement. Tu prends ton rendez-vous gratuit, t'as 1000, 2000, 5000, 10 000 euros de côté, peu importe, voire même plus. On en parle, c'est gratuit, avec grand plaisir. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul parce que je suis avec un monsieur avec lequel je souhaitais véritablement échanger, que j'ai découvert par des personnes que nous avons en commun et qui a, selon moi, en fait, un propos qui est extrêmement important pour les jeunes, mais les moins jeunes aussi, qui souhaitent réaliser des choses. J'ai avec moi monsieur Ibrahim Silla. Comment allez-vous? Ah, ça va, t'as la coup. C'est important, mon gars, c'est important. J'aime souvent le dire parce que c'est la réalité. Quand on arrive et qu'on s'installe, il y a toujours ce moment où on veut commencer à discuter, on veut envoyer des choses, mais on se dit attends, calmons-nous parce que voilà, les caméras ne sont pas encore lancées, mais on s'est déjà lancé là sur 2-3 sujets qu'on va développer aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va essayer de savoir qui tu es, comprendre ce qu'il en est de ton parcours. Et puis ensuite, il y a des sujets qu'on a dit qu'on voulait aborder. On parlera notamment d'éducation financière, de cette volonté d'avoir à casser ce plafond de verre qui parfois voilà, nous bloque un petit peu. Et puis, on aura également... Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on termine par un coup de cœur, c'est-à-dire, est-ce que tu as, je sais pas moi, un film, une citation, je sais pas, un son, je sais pas, qui est ton coup de cœur de la semaine, du mois, du moment. On le partagera ensemble et comme ça, tu pourras nous dire un petit peu ce qu'il en est. Mon gars, comment ça va? Ça va et toi? Franchement, ça va. Merci en grande pour forme. hein. Ouais, franchement, ça fait plaisir de t'avoir. Moi, je voulais absolument qu'on échange parce que lorsque je t'ai découvert, la première chose qui m'a frappé, c'est le blaze de votre entité. Charbonnaria. En fait, je trouve que c'est un mot incroyable parce en fait, sans en dire trop, il veut tout dire. Franchement, et je crois que c'est un pote à toi qui vraiment. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vient tout ça? Bah ouais, franchement, c'est profond. C'est profond. Charbonnaria, ça vient du quartier, ça vient du ghetto, mon ref, la street, Neuilly-sur-Marne, les Fauvets, dédicaces. Comme on dit, c'est nous les mèches. C'est nous les mèches. Donc oui, pour la petite histoire, Charbonnaria, bah ça vient de notre parcours. C'est une réaction à notre condition sociale. Je l'ai répété souvent, mais nous, on n'a jamais accepté la caricature négative qu'un jeune de quartier pouvait avoir. On a toujours voulu péter ce plafond vert. On a toujours été inspiré par les rôles modèles américains, les rappeurs entrepreneurs. Nous, c'était ça. C'était ça la DA. C'était comment tu deviens un boss. Donc, on a grandi avec ce schéma-là, tout en ayant un parcours de jeune de cité, de ce qu'il y a de plus classique, de ce qu'il y a de plus banal, avec les hauts et les bas. Donc, on avait ce mindset hustler. Ce mindset hustler, tu vois, les 50, Nipsey énormément, même si c'est venu tard, mais toujours dans cette DA Master P, Alpha 520, tu vois, ces trucs-là, là. Ces trucs de, t'as envie de t'en sortir, t'es un débrouillard, tu t'imposes, tu casses les codes. Et comme je te disais, on a grandi avec ce mindset-là et au final, on s'est vite rendu compte que dans notre environnement, on n'avait pas les bons rôles modèles. Quand je te dis qu'il n'y avait pas les bons rôles modèles, c'est que les personnes qui nous poussent vraiment
à péter ce plafond vert, comme tu l'as dit en intro. Et moi, je cherchais un peu qui faisait quoi dans la ville. Donc, j'ai pris une petite salle, j'ai convoqué des grands frères et des grandes sœurs et nous dire, ouais, bah, c'est quoi le mindset? Comment on fait pour s'en sortir? Nous, on est là, on en veut. Comment vous avez fait pour développer votre commerce de proximité, votre association? Comment toi, tu travailles là? Comment tu fais? Mais c'était de manière, on va pas dire insouciante, mais plus la curiosité. Et vu qu'on était dans la street, on était en mode charbon, toujours. C'était un élément de langage, en fait. Bien sûr, bien sûr. On charbonne, tu le dis à toutes les sauces, que tu vas à l'école, que tu vas au sport, quand t'es dans la cité. Donc après un moment, je suis là, je regarde mon pote, Asaf, qui est mon associé, avec qui on fait les 400 coups, avec qui on bosse aujourd'hui. On est en mode, frérot, là, il faut un blaze, là. Il faut un blaze, il faut quelque chose qui nous représente vraiment. Et comme je t'ai dit, on était très inspirés par la mentalité américaine. Tout ce qui est Jay-Z, Master P, tout ça. Donc eux, ils avaient leur marque. Tu vois, ils avaient leur marque. Mac Taylor aussi, qui nous a énormément inspiré. D'ailleurs, même qui a soutenu notre distribution de j'ai fournitures vu scolaires. ça, j'ai vu ça. Et lui, il nous a vraiment... voilà, c'était un peu le Nipsey français, tu vois. C'est vrai. C'était un peu le Nipsey français. Et on était en mode, oui, il faut un blaze aussi qui nous correspond. Donc, mon pote, il dit, en plus, nous, on est dans le charbonnaria. Je dis, quoi? C'est ça. C'est Donc, ça qui nous depuis, c'est représente. resté, exactement. Non, franchement, j'aime beaucoup. Avant qu'on rentre en profondeur là-dedans, j'aimerais dans un premier temps que tu nous dises un petit peu, quand je dis d'où tu viens, c'est dans quelle structure familiale t'as évolué, t'as grandi, parce que tu développes en fait un état d'esprit. Et d'ailleurs, même dans l'introduction là, qui est la tienne, tu parles beaucoup des États-Unis. De ouf. Tu vois. De ouf, de et ouf. tu développes un état d'esprit qui, selon moi, de par le conditionnement dans lequel on grandit, de mon point de vue en tout cas, est spécifique. Tu vois. Donc j'aimerais savoir dans quelle cellule familiale t'as grandi. Est-ce que t'as des frères, des sœurs? Quel a été ton parcours scolaire? Comment est-ce que tu en es arrivé à un moment donné à lancer la brand avec ton associé de Charbonnaria? Carrément. Bah, du coup, moi, j'ai eu une très belle enfance. J'aime bien le dire. Schéma familial, tout ce qu'il y a de plus classique. Dieu merci, j'ai grandi avec papa et maman. Privilège d'avoir des parents très jeunes. Quand on était petits, ils avaient la vingtaine. Donc au final, il y avait cette proximité. Et moi, j'étais toujours le petit qui restait au salon avec les tontons et les tatas. Sauf qu'eux, ils étaient dans leur hustle à eux aussi. Ils étaient dans leur charbon. Donc, ce qui fait que les débats qu'il y avait à la maison, même si eux ne m'ont jamais vraiment expliqué leurs conditions, je l'entendais. Et nous, on est 5 enfants. Donc, je suis le plus grand. Donc, déjà, moi, j'avais un peu cette posture responsable. On parlait beaucoup. Oui, voilà, Ibrahim, pour montrer l'exemple, parce que sinon, ta sœur, ton petit frère, etc. Donc, on est 5 enfants. Et moi, ce qui a vraiment conditionné mon esprit par rapport aux États-Unis, comme je te disais que mes parents, ils sont jeunes. Donc, la musique qu'ils écoutent, c'est musique africaine à fond. Donc, coupé décalé, dombolo, tout ça, là, tous les tralali, tralala, là. Ce que tu connais. On connaît. Voilà. On connaît bien. La musique américaine. Les reportages américains. MTV, tout ça, ça passe à la maison à toute patate. Donc, c'est comme ça que j'ai développé mon mindset de manière très, je veux pas dire informelle, mais insouciante. Parce que, en fait, je suis conditionné directement à la maison. Et surtout, très important, c'est que moi, je suis originaire du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Nous, on est issus de Bouaké. Bouaké, c'était la capitale où il y avait les rebelles. Exact. Donc, nous, on a été impactés par la guerre. On a été impactés directement au niveau familial et autres. Et en fait, quand ça demandait des nouvelles, etc., et même sur d'autres sujets, ça débattait de la situation de l'Afrique à la maison. Pourquoi on en est là? Vous connaissez, ils sont là, c'est politisé à mort. De fou. C'est politisé. Donc, moi, j'écoute, j'entends des blazes, j'entends des Sankara par-ci, des Malcolm X par-là, des vrais noms, des Patrice Lumumba, des Laurent Gbagbo, voilà, des les ATT, grands noms, les vrais noms. Vraiment des blazes, et même aussi la vraie histoire de l'Afrique. La vraie histoire comme on la connaît, parce que voilà, moi j'entendais une histoire à l'école, mais moi j'entendais la vraie histoire aussi à la maison. Les pyramides, tout ça. Moi j'avais un oncle qui nous parlait beaucoup de ça, énormément. Donc mon schéma il s'est construit comme ça. Et aussi, comme mes parents, comme ils étaient jeunes, ils expliquaient pourquoi on était dans la cité. Voilà, ouais, on est là, c'est chaud. Tu vois, ils nous ont mis dans les ghettos. Ça, c'est des trucs que j'entendais beaucoup. Donc quand moi je sortais dehors,
j'avais une conscience. Prise de conscience, exactement. Voilà, puisque au final, ce truc-là, je l'entendais. Donc je me dis, ah ouais, en fait, donc si je me retrouve dans cette situation-là, c'est parce que c'est profond. Voilà, c'est profond. Donc c'est un peu ça qui a construit mon mindset et j'ai évolué avec ça, avec le temps. Et est-ce que dans la construction, parce que on s'en rend compte, hein, je sais pas si c'est quelque chose que tu as constaté, mais tu as beaucoup de personnes qui ont dit, et quand je parle de personnes, je parle de personnes qui sont issues de notre communauté, qui ont dit que l'événement George Floyd a été un moment qui a, pour beaucoup d'entre eux, tu vois, complètement changé leur état d'esprit et cette volonté ou ce désir, en tout cas, de reconnecter à qui ils sont au travers de ce fait divers, tu vois. Toi, en l'occurrence, t'as pas du tout attendu George Floyd, mais j'en parle parce que, en fait, quand tu essaies d'analyser un petit peu ce qu'il en est de la manière dont t'as évolué ou évolue notre communauté ici en France, j'ai l'impression que ça a été un point d'ancrage, tu vois, sur plein de choses. Et moi, j'aimerais savoir de quelle façon, parce que là, on parle de ton état d'esprit, en fait, de quelle façon, de façon consciente ou inconsciente, ça a travaillé dans ta tête pour te dire, mais moi, en fait, je veux pas accepter ce que le système, il attend de moi, là. Ouais, je vois. Bah, c'est les tontons et les tatas. C'est que toi, t'es à la maison. Donc, eux, ils sont venus en France pour travailler. C'est une fac d'immigration, en fait. C'est la 3e ou 4e, je sais même plus. Ouais. Donc, ça, ils en parlent, en fait. Ils en parlent. C'est-à-dire que moi, je suis à côté, j'écoute, et ils balancent des punchlines. Là, en fait, tu leur aurais mis un micro, tu leur aurais mis en mode podcast. Des podcasts incroyables. Ils seraient dead. Parce que, en fait, j'écoutais leur motivation. Par exemple, mon père, son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Mon oncle, c'était d'aller je sais pas où. Et tu vois, il subissait aussi des violences sociales, sans entrer dans la victimisation, mais c'est réel. Il subissait ça. Moi, je suis à côté, j'écoute, et moi, je suis très connecté. Donc, moi, j'ai pas eu besoin d'événements marquants. Comme je t'ai dit, quand il y avait la guerre, donc il y avait des débats, ça disait beaucoup, faut être fier d'être ce que tu es. C'est pour ça qu'on est ici. Eux-mêmes, ils se balançaient des doses de motivation. Donc, ça a conditionné mon esprit. Et surtout, quand tu es dans le quartier aussi, quelque chose qu'on t'apprend, c'est qu'il faut être fier de ton quartier. Faut le défendre, coûte que coûte. Donc, moi, je fais le parallèle. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être un mec des Fauvettes. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui me conditionne. C'est pour ça que j'ai une assurance quand je parle de mon environnement et de ce que je suis. Je suis très en phase avec ça. Mais Dieu merci, j'ai pas eu besoin de reconnexion ou d'événements marquants qui a fait que je suis fier d'être un Westaf ou je suis fier d'être un mec de la street et c'est pour ça que je vais réussir. Moi, j'ai pas eu besoin de tout ça. C'est juste mes parents qui m'ont inculqué mon éducation et mon quartier aussi. Et du coup, comment est-ce que ça a joué dans ton parcours dans la mesure où donc t'es au quartier, t'es conscientisé de par ce que tu entends par tes parents. Comment ça a conditionné ton parcours scolaire pour ensuite en arriver à Charbonnaria? Qu'est-ce que tu as fait précisément à l'école? Qu'est-ce que j'ai fait à l'école? Bah, franchement, déjà, moi, j'ai toujours été bon élève. Donc, j'ai toujours été bon élève. J'avais pas de difficulté à l'école. J'ai eu une bonne scolarité aussi, d'ailleurs. En fait, cette éducation a conditionné ma motivation. C'est simplement ça. Je savais que je devais bien travailler à l'école parce que j'aspire à une certaine élévation. En fait, tous les termes émancipation, élévation, j'entendais déjà ça. Soit, comment je le répète encore une fois, soit à travers les tontons et les tatas à la maison, soit par les grandes massités qui étaient aussi dans leur charbon et qui voulaient réussir. Donc, je savais après, bon, j'ai fait des bêtises comme tout le monde, hein. J'étais pas le génie de l'école, c'est pas vrai. J'ai fait des bêtises comme tout le monde, mais par contre, il y a eu un événement aussi qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est que j'étais député du 93 quand j'étais petit. Ok. Parce que ma prof faisait des débats sur l'égalité des chances. Et moi, j'ai juste recraché ce que j'entendais à la maison et dans la cité. Donc, elle a convoqué ma mère. Voilà, il y a le Parlement des enfants. Ça serait bien que Ibrahim postule. Donc, pendant toute l'année, on a passé des tests. Puis, j'ai été pris tout de suite comme dans le foot. Ok. Enfin, j'ai fait ma détection, j'ai été pris et j'ai fait un Parlement des enfants et surtout nous il y avait le sujet Ziad Bouna parce que c'était en 2006. Ok. Donc en fait c'est le destin qui fait bien les choses, hein. Je pense que ça a été une succession d'événements et d'étapes qui a fait qu'en fait Charbonnaria c'est né. En fait j'étais déjà dedans depuis longtemps. Ok. En vrai, depuis ma naissance je pense. Ok. C'est super clair. Je crois que cette punchline
tu dis qu'elle appartient à Mams Deka, si je ne m'abuse. Ouais. S'excuser de qui tu es. Ouais. Ça vient, c'est ça, hein. C'est lui. Moi, j'aimerais que tu me dises, quand tu regardes un petit peu ton parcours, donc, t'as été député du 93, si je ne m'abuse, tu vas quand même à l'école, c'est-à-dire que tu fais quand même des études poussées. Ouais, j'ai fait STAPS. Voilà, ok. L'objectif, c'était quoi? Devenir prof de sport ou coach sportif. Ok. J'ai été coach sportif, plus animateur sportif, parce que coach sportif, c'est quand même poussé. J'ai été animateur sportif. En fait, si tu veux, comment ça vient, bon, pour parler de Mams Deka, déjà, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. C'est un grand de mon quartier. Donc lui, il a fait du foot, il est parti tôt. Après, il a toujours été un peu connecté avec le quartier, donc moi, je le voyais. Mais non, on le voyait en mode... voilà, c'est Monsieur Mams Deka, parce que lui aussi, il a eu un parcours en mode conférencier, il est dans le mindset. Donc lui, il m'a pris sous son aile. Parce que voilà, il a vu la détermination du bouc. Et voilà, donc il m'a toujours parlé comme un grand frère. Et il me disait, voilà, Ibrahim, faut avoir ce mindset de croissance, faut péter le plafond vert, faut être autre chose. Et parfois, dans le discours, beaucoup de jeunes de cité, des gens comme nous, ont un peu un discours victimaire. Pas dire, mais frérot, faut qu'on arrête de s'excuser de qui on est. Ah, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Et jusqu'à aujourd'hui, je vis avec ça. C'est ma punchline, c'est que si je me présente devant n'importe qui, je vais pas faire semblant, je vais m'adapter. Parce que dans la société, il y a des codes. Bien sûr. S'il faut mettre un costard, on va mettre un costard. S'il faut mettre une chemise, on va mettre une chemise. Mais je vais pas m'excuser d'être Ibrahim Silla, d'être un Westaf, d'être un mec de cité. Au contraire. Tu vois. Et c'est dans ce sens-là qu'il voulait me faire comprendre que nous, faut qu'on arrête de se victimiser. Et est-ce qu'il y a un instant précis à partir duquel, quand tu regardes un petit peu ton parcours, hein, ce que t'as fait, est-ce que tu te rappelles d'un instant précis où tu t'es dit, ben ouais, en fait, je vais arrêter ça. Est-ce que c'était, je sais pas moi. Je vais arrêter quoi? Je vais arrêter en fait, ou je vais arrêter en tout cas. Je ne vais pas rentrer dans cette réflexion de m'excuser qui je suis. La fac, parce que c'est le grand moment où je sors vraiment de mon quartier, où je vais à la découverte du monde, entre guillemets. Donc, moi, j'ai toujours été dans ce schéma street populaire. Même quand j'étais au lycée Michelet. C'est un lycée qui est, sans manquer de respect, voilà, où il y avait des gens, voilà, durs. C'était la cité, quoi. Et la fac, tu t'ouvres à d'autres environnements sociétal. Tu t'ouvres à d'autres gens. Tout le monde n'a pas le même background. Donc, à ce moment-là, je te dis, ah, ok. Et tu vois que tu as une valeur à ajouter, en fait, dans ce monde-là. Parce qu'au final, moi, je me mets pas en retrait. Je suis comme je suis. Et au final, j'arrive à familiariser avec plein de gens. Des gens aujourd'hui qui sont mes amis. Hein, qui sont aujourd'hui dans des bons postes. Des postes clés. Et qui m'ont donné des vraies opportunités d'élévation. À ce moment-là, je me dis, bah ouais. Et surtout, quand tu es en STAPS, tu fais pas que du sport, tu fais de la bioméca, de l'anatomie et surtout de la sociologie. Et la sociologie, il parle de l'histoire du sport, mais il parle surtout des vagues d'immigration. Pourquoi telle classe sociale est amenée à faire tel sport, comme le foot, le rugby, la boxe, etc. Pourquoi les élites font d'autres sports. Et donc, il parle des vagues d'immigration. Et là, je me mange Pierre Bourdieu, théorie de l'habitus, tous ces trucs-là, Possiello et tout. Je suis en mode, ah ouais, ok. Donc en fait, ce que eux ils disaient à la maison là, en fait c'est vrai. Eux ils le disaient parce que c'est ce qu'ils vivaient. Mais en fait, t'as des gens qui ont étudié la question. Pourquoi en fait on est dans des quartiers? Pourquoi en fait on fait en sorte qu'on reste là? Parce qu'on alimente un système. Moi je me dis en fait, les tontons ils étaient dans le futur. Hein. Le fameux déterminisme social. Exactement. Reproduction sociale, déterminisme. Je me dis non en fait, comment ça? Donc moi ma vie en fait c'est le quartier. Non, ok, je viens de là. Mais non, je veux faire comme les entrepreneurs américains là, genre tu les vois dans des buildings, tu les vois en mode boss, c'est ça la DER. Ok. Du coup, comment naît cette idée de Charbonnaria et puis surtout, enfin, qu'est-ce que vous faites alors précisément, tu vois Quelle est la mission de Charbonnaria? La mission, c'est conditionner les nouvelles générations à la réussite, surtout les cultures populaires, surtout ça. Même si on est ouvert à tout le monde, donc ça se traduit par des conférences à impact. On prend des gens comme toi qui viennent expliquer un peu le mindset. Là, aujourd'hui, c'est un organisme de formation où on développe les soft skills des jeunes de cité, beaucoup. Parce que quand on grandit dans le hustle, on développe des skills.
Quand t'as vécu la vie de charbon, tu sais de quoi je parle, mais que ce soit négatif ou positif. Bien sûr, tu vois, et tu t'es juste débrouillé. Tu vois, tu vendais, voilà, tes pastels, tu travaillais au marché, tu faisais, tu faisais ta débrouillardise. Bah, tu développes des compétences, même le fait de vivre avec tout le monde. Tu développes aussi des skills. Donc, c'est de dire ça a une plus-value sur le marché du travail. Et nous, c'est faire des actions de formation pour faire la passerelle entre ces deux mondes. Et sur ça, on travaille. On a fait aussi une marque de fourniture scolaire, dont Valdi a été... Monsieur Valdi. Monsieur, on te voit. Monsieur Valdi, qui a été une plus-value, justement, qui nous a mis en contact avec les frérots de Villers-le-Bel, Monsieur Frola, donc les gars de son quartier. Et nous, dans nos fournitures scolaires, on développe le mindset. On met plein de punchlines sur le charbon, le leadership, donc toutes ces choses-là. Et donc, ça naît de ce que je te disais en début d'interview, des conférences à impact qu'il fallait un nom. Et après, ça a commencé. Mais à la base, nous, c'était pas un business. C'est devenu un business parce qu'on s'est dit, faut qu'on fasse des sous. Dans la base, c'est une réaction sociale. C'est un mouvement. Voilà. Okay. C'est une marque, mais comme je te dis, on est inspiré par les Nipsey, les Masterpiece et tout. Donc, voilà. Le business, là, il est venu beaucoup plus tard. Moi, j'ai deux questions pour toi sur ce sujet précis, parce que je le disais avant qu'on commence. Si aujourd'hui j'avais 18, 20, 25 ans, je rentrerais dans le mouvement Charbonnaria, tu vois, clairement, parce que issu du quartier, parce que manque de rôle modèle, parce que envie de réussite, et que je suis tombé... je vais pas parler de piège, mais tu sais, ce truc de musique ou sport, en l'occurrence foot, voilà, tu vois, c'est un cliché où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. L'entrepreneuriat, ça peut être une voie supplémentaire. Et avant de créer quelque chose, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, l'acceptation même de se lancer dans une activité pour laquelle à la fin du mois tu seras pas rémunéré, en fait il y a des verrous qu'il faut déjà lever là-haut, tu vois. Mais moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est dans quelle mesure tu penses que c'est nécessaire d'avoir une action comme Charbonnaria dans les quartiers? Ouais. Tu vois, pourquoi est-ce que tu as choisi cette cible-là? Parce que c'est de là d'où je viens et je connais le potentiel. Aujourd'hui, on le voit, il y a les résultats, il y a des KPI, comme on dit. On voit plein de gens qui sont issus de ces milieux-là, qui ont pété le plafond vert. Que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans le social. C'est un peu ce que vous faites vous, comme d'autres personnes, des gars comme Valdi ou autres, qui ont surtout aussi utilisé le mindset de là où ils viennent. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas si j'ai fait une faute de français, mais justement qu'on utilisait ça pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille avec un mec qui s'appelle Moussa Camara. Voilà. C'est un exemple. Les déterminés. Je travaille aujourd'hui avec lui, c'est quelqu'un que je regardais à l'époque. Aujourd'hui, je fais partie de sa structure. Je peux te dire que il utilise vraiment ses compétences de la street, justement pour opérer dans le monde pro. Il est respecté pour ça et il est accepté pour ça. Et ça, c'est très puissant. J'ai mon poteau aussi, Amadou Banlieusard Nouveau, c'est pareil. Voilà, il valorise les rôles modèles des quartiers. Et ça, c'est important. Après, moi, pourquoi je me cible aussi par rapport à ça? Parce que déjà, il faut un persona, il faut une audience cible. Ça, c'est important. Comme on dit, parler à tout le monde, personne ne t'entend, tu parles à une cible, le monde t'écoute. C'est la base. Et nous, on est dans cette DA de... On élève les nôtres par nous, pour nous. Foubou. Yes. Donc ça, c'est... Donc on est dans ce truc-là. Et ça marche. C'est pas comme si on était utopique. Même si au départ, tu penses que c'est loin, il y a des résultats. Aujourd'hui, moi, je regarde ce que vous faites. C'est lourd. Merci beaucoup, frère. Et l'éducation financière, c'est la base. Et avant, il n'y a pas ces trucs-là. Bien sûr. Donc ce qui prouve qu'on est dans la bonne direction. Beaucoup de classes sociales ont fait ça entre eux, sans forcément discriminer les autres. Bien sûr. Au contraire, on est très inclusif quand tu respectes nos valeurs et nos codes. La base. Voilà. Mais on est dans ce truc de... Les gars, on a un potentiel, on a un marché. Tu parles d'éducation financière, la banlieue consomme. C'est pour ça que toutes les marques, toutes les entreprises, soit jouent le marketing de la banlieue, soit se localisent en banlieue. Donc là, tu te dis, donc nous, c'est quand on est sur le côté. Mais non. Non, il faut qu'on s'impose, il faut qu'on crée des profils qui vont être acteurs
de ça. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous on fait. Et Charbonnaria, c'est ça. Nous, notre mission, c'est de rendre opérationnels ces profils-là. Sans entrer dans le jugement, peu importe leur background, du moment que c'est pas des trucs de ouf, on sait très bien que, mon gars, tout le monde a fait des erreurs. Maintenant, la banlieue, c'est pas que ça aussi, c'est pas que des erreurs aussi. C'est des belles réussites. C'est pas que des erreurs de parcours. Maintenant, comment on s'émancipe, tout simplement. Je sais que tu fais énormément référence justement aux soft skills et j'aimerais vraiment avoir ton point de vue là-dessus. C'est que on est issu des quartiers. Tu vois, moi j'ai grandi dans le 94 à Champigny-sur-Marne. Ouais, c'est à côté. Voilà, tu vois, c'est juste à côté. Tu vois, Mordac, Bois-l'Abbé, voilà tous ces coins-là. Et donc on connaît la vie de quartier. Quand tu parles de soft skills, la première qualité qui me vient, c'est tout ce qui tient à la résilience. De ouf. Tu vois, il y a OBJ. OBJ, tu sais, c'est le joueur de football américain, là. Je sais pas si tu vois qui c'est. Odell Beckham. Tu vois, qui est dans une sauce, là, parce qu'il expliquait que, les gens ne se rendent pas compte comment c'est dur de vivre avec 25 millions d'euros à l'année. Tu vois, et donc il est dans une sauce parce que les gens disent mais t'es un fou, comment tu peux dire ça? Et en gros, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que les gens ne comprennent pas l'argent. C'est-à-dire que pour eux, tu vois, 25 millions, c'est énorme, ce qui techniquement l'est, tu vois, mais quand tu rentres dans certaines strates, tu te rends compte que tu es le pauvre d'un autre, tu vois. Ah, je vois ce qu'il veut dire. Et en gros, je te parle de ça parce que nous, en fait, évidemment qu'on vit avec beaucoup moins et on a cette dynamique alloué à la résilience. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses pas que le mindset alloué aux personnes qui évoluent dans les quartiers, si ce n'est cette résilience, parfois peut jouer contre nous? Ah, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, on évolue dans un certain, on va dire, cadre. On doit se débrouiller. Tu as beaucoup parlé de débrouillardise, de charbon. Et j'ai l'impression que quand on veut développer ça dans le cadre pro, où là il faut d'autres soft skills qui vont tenir, je sais pas moi, à la rigueur, qui vont tenir à plein d'autres choses dont on sait pour réussir à faire en sorte que ta boîte fonctionne, bah là ça peut pêcher un peu. Et je te pose cette question et vraiment je te laisse répondre là-dessus parce que t'as beaucoup de personnes qui sont issues des quartiers, qui essayent de faire des choses, qui font des choses. T'as plein de réussites, évidemment, mais tu te rends compte que, là encore, je reprends la même expression, il y a une forme de plafond de verre, parce que c'est rare. Tu vois, pour le coup, ça c'est Tanguy qui le dit très souvent, et c'est vrai, tu vois, c'est rare d'avoir des boîtes issues de personnes qui sont issues de nos quartiers, qui vont dépasser les 10 M de chiffre d'affaires. Tu vois, les 10 millions de chiffre d'affaires à l'année, par exemple. Tu vois, ça c'est une KPI. Tu parlais de ça. Tu vois, c'est un chiffre qui ressort. Donc, moi, j'aimerais que t'entendes là-dessus. Dans quelle mesure est-ce que finalement cette mentale de quartier, il y a du talent, mais elle peut jouer parfois contre nous, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je vois clairement ce que tu veux dire. Je pense que déjà le fait qu'on soit résilient, c'est 50% du taf. Let's go. Du charbon. Parce que les conditions sociales dans lesquelles on a grandi, il fait que on n'a pas le choix et on a développé ça de manière poussée. Maintenant, pour développer toutes les soft skills qu'il y a autour, parce qu'en fait, le pire, c'est que c'est des soft skills que tu rencontres durant ton parcours, parce que c'est pas que de la résilience. Le quartier, c'est aussi le fait d'être commercial. Moi, ma daronne, elle faisait du commerce. Tu vois, c'est aussi des soft skills. Mais en fait, quand t'es dans ce truc de tu veux t'en sortir, tu t'en rends pas compte. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que t'as des structures comme la tienne ou d'autres qui accompagnent sur les autres soft skills. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Parce qu'on veut dire, oh, les gars, ok, vous avez un mindset, maintenant, il y a des trucs autour. C'est que maintenant, on se structure, mon frère. Tout simplement. On se structure. On a compris, on est parti chercher aussi l'information. On sait que, ah ouais, quand on faisait ça, ça veut dire ça. En fait, quand tu regardais la concurrence, tu faisais une veille commerciale. Tu vois Quand, en fait, t'étais là, tu marchandais le prix, en fait, ça s'appelle la négociation. Quand la personne disait non, en fait, c'est une objection. Parce qu'on a mis des mots dessus. On se structure, on devient de plus en plus pro. En fait, c'est step by step. Aujourd'hui, vous avez créé votre structure, la Nekao School. C'est l'éducation financière. Exact.
Moi, pendant longtemps, j'en avais jamais entendu parler. L'éducation vraiment financière, le terme. Bien sûr. On avait juste dit, ouais, faut coffrer. Nous, c'était ça qu'on disait. Faut coffrer sous le matelas. Et au final, en faisant des podcasts, en développant des structures qui accompagnent sur l'aspect professionnel, comment tu fais le switch code, là, ça se développe. Et là, tu verras que dans quelques années à venir, ça va le faire. Il va y avoir des boîtes qui vont dépasser les 10 millions. Même ce que Moussa il disait, très important, un jour, il y aura une licorne qui viendra des milieux populaires. C'est ça. Et j'y crois. C'est ça, tu vois, c'est vraiment dans cette direction là que je voulais qu'on échange, parce que je pense que si c'est très important d'avoir à conscientiser sur ce qu'il en est de nos forces, il faut pouvoir mettre le doigt sur ce qu'il en est de nos faiblesses. Je suis d'accord. Tu vois, pas parce que forcément il s'agira de les comment dire, de les effacer, mais peut-être de s'entourer, peut-être de les comprendre, peut-être de pouvoir les analyser pour pouvoir éviter les écueils, parce que jusqu'à présent, est-ce qu'on a beaucoup d'exemples de personnes qui sortent de nos quartiers et qui ont réussi, tu vois, de façon exponentielle? Il y en a quelques-unes, mais c'est souvent, non, il y en a, mais c'est souvent celle-là, tu vois, qu'on va pointer du doigt en disant, regarde, il y a ça, tu vois. Parce qu'il n'y en avait pas avant. Exact. Après, il faut laisser le temps au temps. Quand tu regardes les États-Unis, ça a pris du temps. Regarde l'histoire qu'ils ont. C'est pareil. Ça a pris un siècle peut-être, non? Ah non, c'est pareil. Nous, on est venu, en fait, l'histoire d'immigration, ça date pas de longtemps. C'est vrai. C'est juste la Seconde Guerre mondiale, c'est là, en vrai. Donc, moi, je suis hyper optimiste là-dessus. Si. Et surtout qu'on développe une expertise. Tu as des gens qui viennent de nos milieux, qui sont experts, qui sont qualifiés et qui donnent des vrais atouts, une vraie valeur à ajouter. Donc, sur ça, je suis hyper optimiste, je suis confiant. Et il y a des boîtes aujourd'hui qui le prouvent. Tu as des Food Corner, tu as des Chicken Street, tu as des Géladal, tu as des Déterminés, tu as des Time to Start. Vous avez à vous. Il y a plein, il y a plein de boîtes aujourd'hui, en plus, qui ont une mission sociétale aussi. Ils font pas que du bif, ils font du give back. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait un truc qui m'avait marqué, je me rappelle, c'était pas sur Capital, Mohamed Dia. Oui, je me rappelle très bien. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Jet ski, tout ça. Oui. Méchant. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait. Après, c'est vrai qu'on se plaint, ouais, il y a pas. Mais en fait, il y a aussi des gens qui se montrent pas. Bien sûr. Il y a les gars. C'est en train de venir. Bien sûr. Non, mais en fait, on est 100% alignés. Mais c'est important pour moi d'avoir à souligner le fait que on parle très souvent de nos forces, parce que je pense que de toute façon, tu peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas de résilience. C'est impossible. Non, c'est clairement impossible. Et ça, je pense que c'est véritablement une marque qui nous colle, quoi. Tu vois, qui nous correspond. Maintenant, je pense que c'est important de pouvoir comprendre que il y a tellement de casquettes qu'il nous faut, tu vois, porter pour être en capacité, tu vois, de run un business, de comprendre, on va dire, même si tu maîtrises pas tout, mais en tout cas de comprendre, tu vois, l'élément de façon, tu vois, 360, comme j'aime à le dire, c'est important de dire, voilà, on a des forces, on a des faiblesses, et ces faiblesses-là, parfois, peuvent nous handicaper dans certains milieux où lorsqu'on a des ambitions qui sont assez importantes, tu vois. Et aussi, très important, parce que en ce moment, je vois une grosse hype là-dessus, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus aussi. Exact. C'est comme le foot et le rap. C'est une réalité. C'est la même chose. C'est une réalité. Et moi, je pense qu'aussi que tout le monde se focus sur l'entrepreneuriat, mais ça, je pense pas que ce soit une bonne chose que tout le monde se focus là-dessus. Comme sur un terrain de foot, chacun son poste. Exactement. Il faut des avocats, il faut des assistants, c'est important, il faut des community managers. En fait, faut des salariés. Il faut des salariés. Bien sûr. Il faut des dirigeants, il faut des dirigés. Exactement. Il faut des boss, il faut des leaders. Et ça, faut l'accepter. Bien sûr. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est pas vrai. C'est vrai. Moi, l'entrepreneuriat, c'est venu hyper tard. Vraiment, en vrai. Je pense que j'avais le mindset entrepreneurial, le fait d'aller chercher l'info, de saisir ses opportunités. Mais surtout, le business model. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait de l'argent. Exactement. Moi, je faisais pas d'argent au début. Je faisais un petit peu vite fait, mais c'est de la débrouille. Ouais, ça rentrait un petit peu, ça repartait. J'avais pas de prévisionnel, j'étais pas organisé du tout. Il y a que peut-être cette année là où je suis vraiment entrepreneur parce que je facture des clients, je réseaute, tout. Enfin, je réseaute, ouais, mais pour faire du business. Bien sûr. Voilà, pour me vendre. Déjà, la plupart des gens qui sont dans l'entrepreneuriat que je vois, qui se disent entrepreneurs, il n'y a même pas de business model. On en parlait avec Valdi au téléphone, on a parlé 1 heure là-dessus. Il n'y a même pas de business model. Donc, comment tu fais? Bien sûr. Et ça, à prendre en compte. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait de l'argent. Après, oui, on peut mettre plein de choses autour. Le social, oui, je me monte, la hype, parce qu'il y en a plein de gens qui sont dans la hype, tu vois. Beaucoup de gens qui sont dans la hype, mais font pas vraiment de bif. Enfin, quand tu te dis entrepreneur, mon gars, t'es quelqu'un qui est censé faire de l'argent.
Clairement. Faut être aligné là-dessus. Et moi, je m'inclus dedans. L'entrepreneuriat, c'est venu hyper tard. Donc voilà, faut bien choisir son poste, les frères et les sœurs. Non, c'est sûr. Et la réalité, c'est que quand tu prends conscience et que tu veux travailler au développement de tes soft skills, d'ailleurs, comment est-ce que, parce que depuis tout à l'heure, on dit ce mot, mais comment tu le définirais, toi? La dimension aux soft skills. C'est compétences comportementales, savoir-être. C'est ça. En France, on dit beaucoup savoir-être, compétences comportementales. Ouais, en vrai, t'as les hard skills, qui sont les compétences techniques. Par exemple, faire un site internet. Ça, c'est un hard skills. Je sais faire un site internet. Par contre, les soft skills, si tu veux, c'est comment tu vas vendre ton site internet. Quelle est la brand que tu vas mettre autour? C'est ça. Demain, tu vas te présenter devant une personne. Quelle attitude tu vas adopter? C'est ça. Et pourquoi est-ce que c'est important, d'après toi, aujourd'hui, là, on est en plein 21e siècle, c'est important d'avoir la maîtrise et la conscience de cela, que tu sois entrepreneur ou salarié? Parce que c'est comme ça que tu te vends. Exactement. C'est comme ça que tu évolues. C'est qu'au final, les compétences techniques, ouais, c'est un fait, mais aujourd'hui, tu as l'intelligence artificielle, tu as l'IA. Bravo. Voilà. Parce que tu donnais l'exemple du site internet, tout de suite, ça m'est venu à la tête, tu vois. Aujourd'hui, en 2 clics, t'as un truc de fou, tu vois. T'as un site de fou. Il y a des métiers qui vont mourir. Ouais. Donc, si demain, un logiciel va faire le métier à ta place, tu fais quoi? Bah, ce qui va te sauver, c'est tes soft skills. Exactement. Tout simplement. C'est, des fois, tu peux faire d'autres métiers qui vont nécessiter des capacités humaines qui va faire que, bah, tu vas pouvoir t'en sortir. Totalement d'accord avec toi. Tu dis très souvent que c'est important d'avoir une mentalité de boss, Ouais. tu vois. Ouais, L'idée, c'est d'être un boss. Et on a dit au début que il y avait une façon de refuser le déterminisme dans lequel beaucoup de personnes, ou en tout cas le système veut nous mettre. Qu'est-ce qu'est être un boss, tu vois, au 21e siècle là? C'est quoi être un boss? S'assumer et assumer. Dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de domaine prédéfini pour être un boss. Moi, je voyais mon père à la maison, mon grand-père, c'était des boss. Ma mère, c'est une boss. Tu vois. Certains grands de mon quartier, je les voyais en boss. Toi, t'es un boss. Merci frérot. Non, mais frérot, on est validé. Non, mais c'est ça. Non, mais parce qu'en vrai, c'est ton aura. Moi, je suis très poussé par les mangas. Hein. c'est mon fer de lance. Quand je regarde un Luffy, dès petit, il disait déjà, je vais devenir le roi des pirates. C'était déjà un boss. Voilà. C'est une attitude, c'est un mindset, c'est une posture. C'est, ok, je vais y aller. C'est ça être un boss. Donc, dans quelle mesure tu expliques que, alors qu'on sait que c'est hyper important, voire peut-être central, tout ce qui tient ou qui est alloué au mindset aujourd'hui est désuet. C'est-à-dire que dès que tu évoques même le mot, tu vois, c'est parce que tu l'as dit là que je te pose la question. On sait que c'est primordial, mais aujourd'hui les gens ne veulent même plus entendre parler de ce mot parce que trop de bullshit. Voilà. Comment est-ce que tu expliques ça? Bah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui surfent sur la vague. Après, il y en a, il y a le truc de faire des formations, etc. Moi, je pars d'un autre principe. Moi, je pars du mindset de la street parce que moi, c'est ce que je connais. Faut toujours avoir une mentale. Par exemple, là, je vais dédicacer mon entraîneur, monsieur Bilal, avec qui j'ai grandi, qui était mon entraîneur. C'est toujours mon entraîneur du jiu-jitsu brésilien. Il nous parlait déjà de mindset, mais il nous parlait pas pour nous vendre des formations. C'est que nous, on était en mode entraînement, c'était chaud. Les gars, la mentale, faut pas lâcher. Quand on parle de mindset, on parle de ça. Bien sûr. C'est là, mon gars, t'es dans ton truc là, faut y aller, faut se battre, c'est dur, mais tu vas devoir le faire. Et il nous a inculqué cette mentale-là. Il nous a inculqué cette mentale de peu importe l'obstacle, faut te péter. Là, mon gars, là, tu fais un randori, donc c'est un combat dans le jiu-jitsu brésilien, il faut y aller. Et en fait, ça, c'est des valeurs que tu retranscris dans la vraie vie. C'est pour ça que je suis très axé sur le sport aussi. Donc moi, quand je parle de mindset, je parle de ça. Après, il y en a plein qui associent ça à la psychologie. C'est vrai, mais il y en a beaucoup qui ont surfé sur le truc business et qu'on fait de ce mot quelque chose de vulgaire, quelque chose de bullshit. Personnellement, moi, je l'utilise dans un autre contexte. Je pense que quand je dis charbonnage, je parle de mindset, tu vas comprendre ce que c'est l'envie de s'en sortir. Bien sûr. À tout prix. Bien sûr. C'est ça. Tu sais, t'as très vite, dans le podcast, là, évoqué le fait que t'as grandi dans un environnement familial qui t'a permis de te conscientiser, et notamment quant à ta vision et au rapport qu'on peut avoir avec l'Afrique.
t'as cité des légendes, tu vois, t'as parlé de Sankara, oui. t'as parlé de Lumumba. Comment est-ce que le parcours de ces hommes t'inspire aujourd'hui dans ce que tu fais et dans ton parcours, du coup? Leadership. En fait, je me rends compte que j'aime trop ça. J'aime trop les leaders, je suis trop attiré par ça. C'est que ces mecs-là, avec leur vision, et surtout, pourquoi je m'identifie aussi? Parce que c'était pas non plus les hommes les plus riches du monde. Mais aujourd'hui, on parle encore d'eux. Sankara, c'est trop fort. Les valeurs qu'il avait, pardon, pas à son âme, les valeurs qu'il avait. Mais c'est bien que t'aies parlé de lui au présent. Parce que c'est la preuve qu'il n'est pas parti. C'est trop. C'est que la vision qu'il avait, plein de choses qu'il disait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, sa vision féministe, on est totalement dedans. Bien sûr. Sur plein de sujets, même la corruption en Afrique, le fait de combattre même celui qui te ressemble. Mm-hmm. Ça veut pas dire qu'on est potes. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Tous ces trucs-là, Patrice Lumumba, c'est pareil. Et moi, c'est ce qui me caractérise. Quand je regarde un Nipsey Hussle, par exemple, lui aussi, c'est beaucoup quelqu'un qui m'a influencé. Ces mecs, c'est des visionnaires. Et je me dis, en vrai, ça se trouve, je suis comme eux. Ouais. Parce que je m'inspire d'eux. Bien sûr. En fait, je m'inspire d'eux. C'est comme Mbappé, qui est inspiré par Cristiano Ronaldo, c'est la même chose. Il fait les mêmes gestes et tout, c'est pareil. Des fois, je fais les mêmes... tu vois, j'essaie de faire les mêmes moves. Je vois totalement. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais je suis dans ce truc-là. En fait, je m'inspire de mes pairs. Et comment est-ce que tu expliques que ces personnes-là, avec cette aura, avec ce partage, ce discours, très souvent, elles partent tôt? Ouais, je sais pas. Ça me fait peur, ça. Je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse à la question. Parce que c'est vrai, hein. En plus, le pire, hein, tous les mecs qui m'ont inspiré de ouf sont tous partis tôt. Par exemple, Doug Saga aussi m'a beaucoup inspiré. De ouf. Ouais, je t'ai entendu le citer. Bien sûr, Doug Saga, parce qu'en fait, c'est ces paroles, ouais. C'est trop. Faut travailler, faut saigner. Faut barra pour arriver là-bas, mon gars. Doug Saga. Et moi, c'est mon père qui écoutait ça à la maison. C'est le daron qui écoutait ça. Et eux, quand ils écoutaient ça en mode. Voilà. Ça rentrait dans. Ouais, bien sûr. C'est réel. DJ Arafat, c'est pareil. On écoute ça à la baraque, et c'est des gens qui avaient ce mindset de vouloir élever leur communauté. Ils avaient ce discours d'émancipation, d'élévation. C'est carrément vrai. Moi, je te pose cette question parce que, en vrai, j'ai pas la réponse. En vrai, aussi, sur ça. C'est des personnes. Je sais pas. C'est ça, hein, en vrai. Hein. J'ai l'impression. Hein. Peut-être. Hein. Même Malcolm X, c'est tous. Ouais. Peut-être que, à un moment donné, quand t'as un certain impact, on te combat aussi. Hein. Voilà, c'est que c'est tellement puissant ce que t'envoies. Ça fait pas plaisir à tout le monde. Exactement. Il y a des frustrés, il y a des jaloux, il y en a aussi qui sont contre ton truc. Exactement. Et qui sont prêts à aller loin pour que tu puisses arrêter de parler et de partager, quoi. Et en plus, tu sais c'est quoi le pire? Ces mecs-là, comment ils sont morts? C'est des mecs comme eux qui les ont tués. Souvent, c'est ça. Tous. Souvent, c'est ça. C'est même pas le mec d'à côté ou une personne qui avait rien à voir. Après, peut-être Martin Luther King, je sais plus. Je crois que c'est quelqu'un d'une autre communauté qui l'a tué. Ouais. Et encore. Mais on sait que de toute façon, tu vois, il y avait certainement des ramifications à l'intérieur. De tous, même Doug Saga, c'est mystique. Et si c'est mystique, c'est qu'il y a forcément quelqu'un derrière qui a géré ça. Ouais. Nipsey Hussle, c'est un mec de sa cité qui l'a tué. Tu vois, Arafat, il était en dépression, mais il était en dépression par rapport à des gens autour de lui. Donc ouais, c'est toujours le même schéma, c'est bizarre. Hein. C'est-à-dire que c'est une posture qui te permet de ne pas mourir, parce que tu vois, aujourd'hui encore, on parle de ces hommes-là, mais c'est vrai que peut-être que ton existence sur Terre va être challengée de fou, parce que tu vas déranger beaucoup de monde, en fait. C'est vrai. Tu vas déranger beaucoup de monde. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Il faut quand même le faire. Tu sais, je t'ai beaucoup entendu parler de l'Afrique. Ouais, c'est évidemment la terre-mère te tient au cœur, et moi j'aimerais te demander qu'est-ce qui, de par notre position aujourd'hui, nous on évolue en diaspora, hein, qu'est-ce qui te donne confiance quant au fait que là, sur ces 20 prochaines années, il peut se passer des dingueries sur le continent? Mais il se passe déjà des dingueries. Il se passe déjà des dingueries. Sur ça, je suis en toute humilité, je viens juste apporter ma pierre à l'édifice. L'Afrique, elle n'a pas besoin de nous pour avancer. Enfin, elle n'a pas besoin de nous avant. Enfin, que je mesure mon propos. Elle a besoin de nous, mais elle ne nous a pas attendu pour avancer. Moi, je suis le move.
Voilà, les tontons, les tatas, les papas et les mamans, ils ont déjà fait. Les frères et sœurs là-bas, ils sont déjà en train de faire. Nous, on est entre ici et là-bas. En toute humilité, on vient, on apporte notre pierre à l'édifice. Et c'est vraiment mon rêve, moi, de pouvoir m'investir en Afrique. Même d'y retourner vivre. L'Afrique, c'est son histoire. On fait partie de ça. On est des enfants d'Afrique. Moi, tu m'aurais retrouvé en Russie, peu importe, partout. Je suis quand même un Africain, mon frère. 100%. 100%. Ça bouge même pas. Mais du coup, aujourd'hui, de par ce que tu fais avec Charbonnaria, comment est-ce que je sais même pas si tu te projettes de cette façon, mais que si. Voilà, toi, comment est-ce que tu peux apporter justement cette pierre à l'édifice Bah déjà, j'ai déjà été contacté par des gens importants. Bon, je vais pas spoil, mais Ok. vous allez voir, Inch'Allah, en tout cas, si ça se fait, bah déjà les fournitures scolaires. Ça va commencer par là. Faire des maxi-conférences là-bas. Encore une fois, en toute humilité. Bien sûr. Je viens par la petite porte. Donc déjà, les fournitures scolaires, il y a des choses qui vont se faire normalement, si Dieu le veut. On va pouvoir distribuer ça là-bas. Pour l'instant, on commence petit à petit. Après, j'ai pas vraiment de réel projet là-bas. Je vais souvent en Côte d'Ivoire et au Mali. Quand j'y vais, je me mange une claque à chaque fois. Je me dis, ah ouais, quand même. C'est quelque chose. C'est quelque chose. En fait, je vois les deux côtés. Je vois aussi les moments durs, les difficultés, mais je vois aussi des Africains méchants, en grosse gova, grosse villa, en place, assumé, en boss, en chef. Toi, t'es là, tu viens, t'es le petit français, tu regardes, tu dis, ah, Les gens sont en place. j'ai envie d'être comme eux. Bien sûr, bien J'ai sûr, envie d'être comme le tonton latin ou bien comme le frérot. bien sûr, bien sûr. Non, verra bien. c'est fort. D'après toi, pour nous qui sommes issus de la diaspora, qu'est-ce qu'on fait bien et qu'est-ce qu'on fait peut-être mal par rapport justement à l'Afrique? Je vais commencer par ce qu'on fait de mal. Beaucoup de gens arrivent avec une certaine arrogance. Ça, je le vois beaucoup, ça, faut arrêter ça. C'est pas bon. Déjà, eux, ils ont plus de mérite que nous, je trouve. Ils ont plus de mérite de par leurs conditions sociales. Et ce qu'on fait de bien, bah là, du coup, c'est l'inverse. Je pense qu'on s'adapte dans tous les mondes. Généralement, les Africains, bah, ils restent entre Africains. Même si la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup d'ethnies et de gens d'ailleurs qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais ils restent souvent bah, entre Africains. Nous, on est amenés à vivre avec beaucoup de communautés différentes. Moi, j'ai grandi avec tout le monde. J'ai grandi avec le Maghreb, avec le Pakistan, avec l'Asie. Beaucoup de communautés. Donc, j'ai un peu cette ouverture d'esprit. Et justement, ça peut... voilà, on peut apporter cette pierre à l'édifice par rapport à ça. Voilà, apporter les skills des uns et des autres. Mais encore une fois, doucement. Il ne faut pas qu'on vienne en mode colon. 100%. Ça, je le vois beaucoup. J'aime bien ce que tu dis sur cette partie-là parce que je pense que c'est une vraie plus-value qu'on a eue de notre côté d'avoir accès à ce brassage. Parce que On est plus hybride, en fait. exactement, Ouais. c'est ça. Parce que évidemment que à tout niveau, l'Afrique est un continent extraordinaire. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a des bonnes choses, il y a des choses qui le sont un peu moins aussi. C'est vrai. Et cette façon d'être cloisonné, tu vois, moi je suis pas de telle ethnie, ou alors non, toi il faut tu peux combat, pas là. aller avec, tu vois, une femme de tel village, Ah, tu vois ce que je veux dire? ouais. En fait, ça cloisonne et malheureusement, tu vois, en fait, à tout niveau, je parle au niveau politique, au niveau des affaires, tu te rends compte que cette question-là, elle revient souvent et que ça joue contre nous. Tu C'est vois, dommage. en réalité, Moi, tu je vois, trouve ça dommage. sur cette partie-là, ouais. Là où nous, en fait, ayant évolué dans ce brassage, en fait, tu vois, tu parlais tout à l'heure, tu disais bravo pour le gala et je te remercie pour ça, frérot. En fait, t'as des hommes, t'as des femmes qui sont noirs et à aucun moment on calcule lui il est de fout. tel pays, lui il est de tel pays, lui il est de telle confession, lui il est de tel village. Lui, c'est vraiment pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que on a une réalité commune qui est que nous sommes des femmes noires, des hommes noirs et du coup on a des problématiques quant à cela qui font que ça nous rassemble. Tu Non, vois mais fort, je suis d'accord. En fait, ça, c'est vraiment la banlieue qui m'a appris ça. Faut marcher avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Let's Qui go. ont les mêmes codes et les mêmes valeurs. Ça, pour moi, c'est la base. Et en vrai, moi, quand je parle avec quelqu'un, je me dis pas, lui, c'est un Malien, lui, c'est un Sénégalais. Je m'en fous. Je regarde tes valeurs, ton code moral, c'est tout. Bien sûr. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et bon, je sais pas si c'est un skills qu'il faut donner pour que les gens avancent, mais il faut qu'on soit dans le pragmatisme, il faut qu'on soit équilibré, en fait. Après, il y a des gens aussi dans leur histoire. C'est ça aussi qu'il faut dire. L'Afrique, il y en a aussi, ils ont leur histoire. Il y a un historique aussi.
C'est comme les guerres de quartier, tu vois. Des fois, tu vas pas comprendre pourquoi tel quartier ne s'aime pas, même si pour moi, je trouve ça absurde. Mais il y a quand même un esprit. Après, c'est comment tu t'émancipes de ça, comment tu t'élèves par rapport à ça et comment tu prends de la hauteur. Moi, je m'en fous. Moi, je vais pas regarder si t'es un forgeron. Nous, dans les Westaf, il y a beaucoup ça. Hein. Bien sûr. Forgeron, griot, moi. Ça, c'est ça. Tu me le dis pas, je m'en fous. C'est Exactement. pas écrit sur ton front, quoi. Exactement. Moi, j'ai un enfant, je vais pas dire, ouais, je vais pas te donner ma fille parce que. Pour moi, c'est. Enfin, j'ai pas ce prisme-là. On est 100% d'accord. Après, je vais pas manquer de respect à ceux qui font ça, mais j'ai pas ce prisme-là. Bien sûr. Moi, je regarde pas ça. Bien sûr. Et encore, je vais même encore aller plus loin, même le métissage et tout. Moi, personnellement, je suis dans la culture. Et ceux qui le sont pas forcément, c'est pas grave non plus. Enfin, je vais pas les diaboliser. Ouais, toi, t'as marié une fille d'autre une communauté, ouais, t'es plus avec nous. C'est quoi ça? C'est ça. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. C'est ça. Et je pense que, tu vois, encore une fois, hein, c'est toujours complexe d'avoir à critiquer, mais quand je dis critiquer, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens de, ok, comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Ouais. Mais je pense que il faut prendre conscience que ça joue contre nous. Ça joue contre nous, tu vois. Et notamment sur ce dont on parle, à un moment donné, si le frérot, il vit la même réalité que moi, mais qu'on vient pas du même endroit, du même pays, est-ce que c'est véritablement quelque chose qui doit faire que... Et tu sais, je te le dis parce que moi, je m'en suis rendu compte dans des conversations que j'ai pu avoir avec certains membres de famille, qui, en fait, vont faire fi. C'est-à-dire, ils vont mettre de côté ce que je suis en train de leur dire par rapport à, voilà, là, j'ai fait la rencontre d'un tel, on va peut-être faire ci, ça. Ok, mais il vient d'où? Il vient de quel pays? Il vient de quel contrée? Ouais, les clichés directs. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il vient de tel contrée. Ah ouais, non, mais tu sais quoi, fais attention parce que, non, en fait, le gars, on a la même vision, tu vois, on peut faire des choses. Faut prendre de la hauteur. Faut marcher avec des gens qui ont les mêmes codes et les mêmes valeurs que toi. Et même des fois, ce qui est le plus surprenant, c'est que il y a des gens qui ont plus de valeurs et plus de codes que des personnes avec qui tu as grandi et qui sont de la même communauté que toi. Faut être pragmatique. Tout simplement. C'est tout. Faut être pragmatique. C'est tout. Et moi, je leur dis, des fois, il y a des gens qui sont partis même du même quartier que moi, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, mon frérot, on n'est pas ensemble, ma sœur, on n'est pas ensemble. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. En soi. Comme, ça se trouve, le gars de la cité voisine, avec qui on est en embrouille depuis X temps, c'est plus mon frère que toi. Parce que lui, je me retrouve dans ses valeurs, je me retrouve dans ses codes, et surtout, on avance ensemble. Exactement. Du moment où on avance ensemble, moi, c'est bon. C'est ça. Ouais, tout simplement, qu'on se respecte, c'est tout. On évolue en France, et on sait qu'il y a un cadre fiscal, on sait qu'il y a un cadre sociétal qui fait que quand tu viens d'un quartier, voilà. Est-ce que toi aujourd'hui, de par ce que t'as analysé, de par ce que tu sais de la politique française, tu penses que quand on vient d'un quartier, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se faire une place, tu vois, oui, sur le vrai. plan... ok, dans quelle mesure? Sans entrer dans la victimisation, mais Ouais. c'est vrai. C'est que des fois... moi, on l'a évoqué tout à l'heure, même au niveau des soft skills. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas certains codes. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas certains codes et qui fait qu'il peut y avoir un manque de communication ou un manque de compréhension. C'est la vérité. On va parler d'éducation financière. Des fois, le fait que tu n'as pas les bons revenus pour avoir la bonne situation fait que tu pars avec un handicap. Et c'est pas être victimant de dire ça. C'est ça, clairement. Donc c'est la vérité. Des fois, tu pars avec des points en moins. C'est une réalité. Et ce qui fait que pour toi, c'est plus dur de t'imposer. 100%. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, mais c'est important que tu le dises parce que on l'évoquait tout à l'heure. Tu as un exemple très simple. Et j'ai moi-même été amené à faire cette erreur. Hein. Tu vois, cette confusion qu'on peut faire entre chiffre d'affaires et bénéfices. Mais oui. Ça, tu vois, c'est des trucs de base. T'es pas éduqué. Exactement. Nous, c'est sous le matelas, tu vois. Tu prends, tu mets sous le matelas. C'est ça, tu vois. Donc, ça, c'est des choses. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est, tu vois, par rapport à... Tu vois, bon, un exemple. Aujourd'hui, t'as créé Charbonnaria. Quand tu regardes un petit peu Internet, tu vois que t'as plein de personnes, jeunes, moins jeunes, qui décident d'entreprendre. Ils se disent, tu sais quoi, je me barre, je vais à Dubaï, je vais à Malte. C'est les réseaux, ça. Voilà. Sur le plan fiscal, est-ce que tu penses que la France empêche le développement des entrepreneurs de par la chape de plomb fiscale qu'on a sur les épaules? Oui, très clairement. Et moi, je trouve ça dommage. Hier, on était à l'événement QG de la BPI. Donc, on encourage l'entrepreneuriat. Voilà, faut entreprendre, faut passer à l'action et tout. Je suis d'accord avec ça, moi. Pas de souci. Maintenant, ces entrepreneurs-là, on en parlait avec Valji. Souvent, on crée des entrepreneurs précaires. Parce que déjà, on n'est pas éduqué financièrement. Il n'y a pas de business model. Et en plus, on leur donne un mindset. Donc, c'est-à-dire que les gens sont dans une illusion.
Et quand ils se rendent compte de la réalité, ils sont en dépression totale parce qu'au final, il n'y a rien qui rentre. Quand il n'y a rien qui rentre, tu es dans le système capitaliste, tu coules. Et là, c'est compliqué. Pour les entrepreneurs qui s'en sortent, un minimum. OK, pendant 1 an, tu es exonéré d'impôts. Pas de souci. Mais quand l'État, il dit toc-toc, quand l'URSSAF dit toc-toc, nous, déjà, on vit des situations compliquées au niveau financier. Tu viens, tu me taxes. Moi, je fais comment? Je fais comment? Non, mais c'est la réalité. Je fais comment? Je suis ultra riche. OK, tu me taxes, je suis ultra riche. Tu me prends 2-3 millions. Ça va pas changer mon quotidien. Ça va pas changer ma condition sociale. Et c'est ça le problème de la France. C'est ça que la France, elle a pas compris. Vous voulez qu'il y ait des entrepreneurs qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur ajoutée sur votre territoire. Mais vous les empêchez de vous émanciper à cause de la charge fiscale. C'est pas cohérent, en fait. Moi, je sais pas comment ils réfléchissent là-haut, mais c'est pas cohérent. Des entrepreneurs comme ça, qui sont en développement, laissez-les manger, laissez-les se développer, et à un bout d'un moment, oui, faites toc-toc. Mais un mec comme moi, tu vas me taxer, je vais aller où? Non, mais c'est réel, hein, c'est un constat qui est général. C'est normal que tout le monde va à Dubaï, excuse-moi de te couper, mais... Non, mais t'as raison. C'est normal que tout le monde va à Dubaï et tout, parce que, en fait, eux, ces pays-là, ils laissent la chance à ces entrepreneurs-là de se développer. C'est tout. Vous voulez que les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent juste que les gens, ils créent juste des immatriculations d'entreprises, et c'est, on est rentré dans nos chiffres. Mais vous vous trompez sur toute la ligne. C'est pas comme ça que vous allez réussir à vraiment créer de la valeur. En plus, surtout des personnes qui ont une certaine condition de vie. Moi, demain, je suis ultra riche, tu me taxes, je m'en fous. Ça va changer quoi? D'ailleurs, Bernard Arnault, il est encore là, hein. Qui? Bernard Arnault. Mais bien sûr, il est encore là. D'ailleurs, il y a un cache d'investigation sur lui. Ouais. Mais voilà. Ouais, exact. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a je pense pas que le problème, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je pense pas que le problème vienne d'avoir à payer des impôts. C'est qu'on a un niveau d'imposition qui devient mais c'est absurde. de la privation, en fait, tu vois. À un moment donné, tu peux pas suivre. Et il y a 2 tendances qui sont en train de se dessiner. T'as les personnes qui partent à l'étranger et qui disent laissez-moi tranquille, et t'as les autres qui trichent aussi. Parce que en fait, comment tu peux être, tu vois, comme ça sur le dos des gens et les empêcher en même temps de forcément tu pousses à la triche. On a aligné. Tu vois même ce que eux, je veux ils dire? trichent. Même ceux qui font les règles, ils trichent. Bien sûr. C'est les premiers à tricher. Et en fait, c'est même pas cohérent. Moi, pour moi, c'est pas cohérent. Quand t'es un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait de l'argent. On est d'accord. Mais il faut le laisser se développer. C'est pas son argent. On parle d'éducation financière. Quand tu crées une entreprise, l'argent que tu mets dans ton entreprise, c'est pas ton argent. C'est l'argent de la boîte. Toi, tu te verses peut-être un salaire ou des dividendes. C'est comme ça que tu gagnes ton argent. C'est comme ça qu'un entrepreneur doit gagner. Tu crées une personne morale. Mais cette personne morale-là, tu la ponctionnes. Tu la ponctionnes. À quel moment, moi, je me développe? Il y en a qui réussissent, hein. Mais justement, ceux qui réussissent, c'est eux les ovnis. Parce que c'est dur. Moi, je voulais t'entendre là-dessus parce que, en vrai, je te pose la question comme ça, hein. Est-ce que c'est pas nous les fous qui, en fait, cherchons à développer des choses ici même, alors qu'on fait le constat que c'est compliqué et qu'on nous surponctionne? Peut-être. En vrai. Mais comme on est des gens d'ici, c'est pour ça. C'est ça, tu vois. Parce que c'est vrai, on est des gens d'ici, mais c'est quelque chose que je dis très souvent. Le monde il est multipolaire aujourd'hui, et en réalité, si on se rend bien compte que c'est compliqué, que ça va pas dans notre sens, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme les... Et t'as vu, je dis on parce que moi-même, je suis dans cette réflexion, tu vois. Est-ce qu'on ne devrait pas partir, tu vois. Nous, par exemple, on se développe énormément sur Internet. Donc, en soi, on n'a pas besoin, tu vois, d'être sur place physiquement. Est-ce qu'il faut pas songer à partir? Loïc, lui, il est parti physiquement, tu vois, il est parti. Il est parti vivre en Côte d'Ivoire, là, tu vois. Il est parti s'installer. Ça va faire 2 mois qu'il est là-bas parce que pour lui, il dit, frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici, tu vois. Mais il a raison. Mais est-ce que tu peux en vouloir à ces gens-là? Tu peux pas leur en vouloir. Je vais dédicacer aussi quelqu'un qui s'appelle Monsieur Alexis Onestas. Oui. Je sais pas si tu connais. Oui, 100%. Donc, lui, à chaque fois que je le croise, il me dit, B, bouge. Faut bouger. Je comprends. Après, si tout le monde bouge, il y a quand même les nôtres qui sont là. Bien sûr. Donc, on va dire, j'ai un peu le 1 entre 2 chaises. Mais je suis pas fermé à ça aussi non plus. Bien sûr. Non, mais en soi, bouger, ça veut pas forcément dire, tu vois, lui, il est actif ici. Les gens, ils sont actifs ici, tu vois. Ouais. Mais bouger, ça veut dire déplacer peut-être cette personne morale ailleurs. C'est peut-être déplacer ses effectifs ou ses effets, en tout cas, perso aussi ailleurs. Mais tu vois, parce que en vrai, tu sais, aujourd'hui...
on va parler d'éducation financière. On a, Loïc, du coup, il a fait un podcast là. Allez le voir hein, avec Moulay. Moulay, je sais pas si tu connais Entrepreneur South Africa, voilà. Ouais. Donc ils ont fait un podcast et franchement un podcast super intéressant et a été abordé l'éducation financière. Et il dit à un moment donné quelque chose qui m'a vraiment percuté parce qu'il dit il faut que les gens prennent conscience, les personnes qui sont issues de notre communauté, hein, que une des vraies problématiques, parce que quand on parle d'éducation financière, c'est très large, tu vois. On peut parler d'énormément de choses. Mais une des principales problématiques des personnes qui sont issues de notre communauté, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de faire la différence entre 1 million et 1 milliard. Ah ouais. Je sais pas si tu vois le délire. C'est-à-dire que si d'un point de vue numéraire, d'un point de vue chiffré, tu n'es pas en capacité de faire la différence entre 1 million et 1 milliard, imagine ce que ça veut dire en termes de gap mental. D'ailleurs, la preuve, t'as vu, on parlait de musique, de rap. Souvent, les mecs disent, je veux péter le million. Ça, c'est ce truc qui revient très souvent, je veux péter le million. C'est le mythe. Parce que voilà, c'est la barre psychologique qu'on s'est mis en se disant, les gens qui sont là-bas, c'est chaud. Mais la différence entre 1 million et 1 milliard, c'est énorme. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, cette punch-là qu'il a sorti? Franchement, c'est fort. Mais c'est parce que on nous a pas habitués à ça. En fait, on vient de loin. Pour moi, c'est ça, c'est que je pense que ça, c'est des sommes on n'a pas l'habitude d'entendre. Quand t'as 1 milliard, tu te dis, tu vois ça que dans les films, etc. Mais quand t'es entrepreneur et quand t'as un certain niveau, tu te rends compte que, en fait, c'est un game. Et qu'eux aussi sont en compète. Et qu'au final, c'est comme dans One Piece, hein. T'as les pirates et t'as les grands empereurs. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, OK, comment je fais pour arriver là? Mais ça, faut que ça soit palpable pour toi. Je pense que le milliard, c'est pas quelque chose qui est palpable pour nous. En tout cas, de là où on est, hein. Tu vois, ton milliard, c'est féerique. Tu te dis non. Mais quand tu te rapproches d'un certain niveau financier, t'es entrepreneur, tu côtoies d'autres sphères, tu vois des gens se sont rapprochés ou qu'ils le sont, tu dis ah ouais. Moi, j'en ai déjà vu. Des Xavier Niel, je les ai pas vus personnellement, mais j'ai déjà été à des endroits où ils étaient là. Tu dis le mec, il est milliardaire en fait. Donc c'est à ce moment-là que tu commences à te dire en fait. Ouais, parce que on parle des quartiers, mais dans les ghettos, il y en a, ils sont millionnaires. Bien sûr. Ça existe, donc c'est palpable. Donc c'est pour ça qu'ils disent, je vais péter le million, donc c'est normal. Après, va approcher des milliardaires. Mais en fait, c'est ça le truc. Va être dans ces sphères-là aussi. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que pour une grande partie de nous autres, en fait, comme on n'est pas en capacité de faire la différence entre le million et le milliard, ça joue contre nous, parce que le million... C'est palpable. Alors, est-ce que tu penses que c'est palpable pour beaucoup de gens? Peut-être la masse, non, mais pour beaucoup, oui. Voilà, parce que en fait, le truc, c'est ça, c'est que à partir du moment où tu n'es pas en capacité de faire la différence entre le million et les milliards, c'est parce que pour toi, ça n'a aucun sens. Ouais, tu sais, t'es quelqu'un qui gagne 2000 € par mois, autour de toi, il y a des gens qui gagnent 1500, des gens qui gagnent 2500, et du coup, pour toi, c'est ça, la normalité. Parce que ce que tu vois autour de toi. C'est ça. Et je voulais qu'on en parle parce que il y a un vrai souci quant au fait d'avoir à accepter l'abondance. Accepter l'abondance, c'est quoi? C'est en tant que, OK, je gagne 2000 € par mois, mais c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. Je suis pas condamné à gagner que ces 2000 € par mois mais parce que. C'est pas interdit de. Eh ben, j'ai l'impression, je sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus, et j'aimerais t'entendre du coup, qu'il y a beaucoup de gens qui, déjà de façon inconsciente, se l'interdisent parce que pour eux, c'est même pas entendable. C'est les barrières limitantes, ça. C'est ça. C'est les croyances limitantes. Exactement. C'est parce que c'est ce t'es biberonné à ça. C'est ça. De toute façon, je vais revenir sur les. En fait, ça, c'est plus profond que ça. Hein. De base, nous, on est revenus pour reconstruire la France. Donc, t'as pas une posture de boss, déjà. On va pas te dire, toi, t'es venu là, t'es pas venu vivre le rêve américain ou le rêve français. T'es pas venu kiffer. Non. Peut-être qu'il y en a, ils sont venus avec l'intention de ça. T'es pas venu pour ça. Donc, forcément, quand toi, tu vas dire, ouais, bon, je veux péter le plafond, on va te dire, oh là, calme-toi. Calme-toi, champion, championne. Reste là, reste sur le côté. Tu vois, sois humble. Mais en fait, qui a dit que c'était interdit d'avoir de l'abondance financière? D'être libre financièrement, d'être riche, d'être milliardaire? Qui a dit que c'était interdit? Quelle religion interdit ça? Si on veut rentrer même en profondeur. Moi, j'ai jamais entendu ça. Tu vois? C'est juste l'excès qui est pas bon. Après, si ton travail mérite 1 milliard, ça mérite 1 milliard. Tant que t'as vu, tu restes équilibré au niveau de ton mindset. Tant que tu rentres pas dans la folie des grandeurs.
Mais l'abondance financière, et justement, il faut en avoir, système capitaliste dans la France à Macron. Comment tu fais? Non, c'est sûr. Tu sais que dans ce que tu dis, je vais pas parler de toutes les religions, mais tu sais, par exemple, chez les chrétiens, et quand je dis chrétiens, je vais même être plus précis chez les catholiques, par exemple, t'as des passages, tu vois, des morceaux dans la Bible qui te dit que le royaume des cieux, donc le paradis, en gros sera. Alors vous donnerez le vrai passage, hein, mais en gros est beaucoup plus simple à atteindre pour quelqu'un dit de pauvre que quelqu'un de riche. Ah ouais. Ah, ça, c'est profond. Et quand toi, en fait, t'évolues avec ça depuis petit et qu'on te met ça dans la tête, en fait, tu pars du principe, de façon consciente, t'as compris. De façon consciente ou inconsciente, que la richesse, c'est un péché. Que la richesse, c'est pas bon. Tu vois? Et c'est très profond parce que les gens, leur rapport à la religion, leur rapport au divin, tu vois, c'est au-dessus de tout, tu vois? Donc, il y a de ça aussi. Moi, perso, je suis de confession musulmane et t'as des califes dans l'histoire de la religion musulmane qui étaient des très grands commerçants, qui étaient des hommes riches. Donc, la richesse, c'est pas... Enfin, en tout cas, comment je le vois, sans manquer de respect à aucune religion, bien sûr. je pense pas que la richesse, c'est ce que t'en fais, c'est ce que tu deviens. Je pense qu'il est pas bon. Bien sûr. Parce que là, par contre, je pense que la richesse, c'est une épreuve. Non, je le vois plus dans ce sens-là. Comme la pauvreté, c'est une épreuve. C'est quoi ton mindset, en fait? Soit faut être équilibré. T'es riche, moi, j'aspire à être riche. J'ai pas envie de rester pauvre. Pourquoi je dois rester pauvre? Je pense que ce que tu viens de dire est très important. L'argent ne va que magnifier ce que tu es. C'est-à-dire que si, de base, sans argent, t'es quelqu'un de pas bon, tu seras hyper pas bon avec de l'argent. Tu vois? Si t'es quelqu'un, de bon, avec de bonnes valeurs, sans argent, bah, tu seras la même personne de façon amplifiée avec de l'argent. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ou tu peux changer aussi. Je pense que c'est une épreuve, faut juste prier. Dans tous les cas. T'es pauvre, faut prier. T'es riche, faut prier. Simplement. De faire attention à la gestion de l'ego, tu sais. Ouais, nous, on a développé l'éducation financière parce que moi, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans le secteur de la finance. J'ai développé des cabinets de courtage, j'ai fait tout un tas de choses. Et c'est vrai que le constat, à un moment donné, que j'ai dû poser, c'est que 95% des personnes qui faisaient appel à mes services, c'était pas des noirs, en fait, c'était des blancs. Genre pour de vrai. Et quand je dis des blancs, j'aime bien le préciser parce que c'est important, c'est que c'était pas que des millionnaires, c'était pas que des personnes qui avaient énormément d'argent. Il y avait des gens qui gagnaient 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros et qui souhaitaient savoir, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte de créer, par exemple, un parc immobilier qui va me permettre, en fait, de générer ce qu'on appelle des revenus locatifs, tu vois, par exemple. Et à un moment donné, je me suis dit, mais on peut pas rester comme ça, c'est pas possible. C'est tellement important effectivement dans ce monde capitaliste qu'il nous faut faire quelque chose. Et donc avec Loïc, le frérot, on a créé la Nekao School. Aujourd'hui, on a plus de 700 personnes qui ont intégré l'école. Sachant qu'on a un statement, tu vois, je le dis à la quinrie, c'est de réussir à faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement, tu vois. Et je disais tout à l'heure que l'éducation financière, c'est très large, parce que très souvent, on alloue l'éducation financière à l'investissement, au marché financier, je sais pas moi, à la crypto ou ce qu'on veut. Les clichés. Voilà, ce qui existe, ce qui est le cas. Nous, justement, on accompagne les personnes là-dessus, mais ça va bien plus loin. Et notamment, on parlait de l'entrepreneuriat, la gestion d'une entreprise, la gestion de cette personne dite morale. Il faut être en capacité de comprendre les rouages de tout ça. De quelle façon et pourquoi est-ce que pour toi l'éducation financière est importante? Peut-être primordial, j'ai pas envie de mettre de mots dans ta bouche, mais pourquoi c'est important? Parce que déjà, on vit dans un système capitaliste, tout simplement. Tout simplement. On vit dans un système capitaliste. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord avec ou pas. Je suis pas là pour faire la promotion de ce système, mais on vit dedans. Il faut de l'argent pour faire de l'argent et le système de consommation, c'est de plus en plus dur. Et je vais revenir sur ce que tu dis, parce que c'est un propos qui est hyper intéressant. On en parlait avec un gars de mon quartier qui s'appelle Madou Koumba, gros dédicace à lui. Faut voir aussi les schémas familiales. Faut voir comment on a été éduqués aussi. Nous, on n'est pas sensible à l'éducation financière. On nous a pas appris ça. En plus, nous, on est les premiers de notre famille. Tu vas faire tes économies, mais on te dit toc toc. Faut payer ci, faut payer ça. Le petit frère, il a besoin de ça. Donc, toi-même, t'as la tête dans le guidon déjà. T'as la tête dans le guidon. Donc, je pense que ce que vous faites, c'est primordial, dans le sens où vous sensibilisez à l'éducation financière. Donc, quand tu vas l'entendre, tu vas t'y intéresser. Et quand tu t'y intéresses, là, forcément, bah là, tu
recherche ce qui peut être bon ou de mauvais pour toi. Mais nous, on ne nous le dit pas. Toi, on est dans la débrouille, en fait. On est dans le truc. Donc, peut-être que d'autres communautés ou d'autres classes sociales, eux, n'ont pas la même vie que nous, ne sont pas sujets à subir certaines choses. Donc, eux, en fait, sont plus amenés à réfléchir sur, oui, il faut être éduqué financièrement et tout. Quand t'es dans la street, mon gars, non, mais c'est réel. Quand t'es dans la street, t'es là, t'es dans ton truc, t'es dans un schéma de famille où ça se trouve t'es le plus grand, où, tu vois, la daronne, elle a besoin de toi, le daron, il a besoin de toi. Comment tu t'éduques financièrement? Ouais, bien sûr. Tu te le dis pas. S'il n'y a pas un Ekaos School pour te le dire, tu fais comment? Ah, mais tu vois? C'est dans ce schéma-là, en fait. Et ça, c'est important. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense que le premier pas à passer, c'est cette acceptation de l'abondance. Ouais, faut accepter. Genre vraiment, c'est très très important. Pardon? Pourquoi pas? Voilà, mais c'est très important parce que je le répète encore une fois parce que on veut réussir à casser ce cliché-là. L'éducation financière, c'est comprendre qu'on évolue dans un monde dans lequel, lorsque toi, tu te satisfais, voire même tu te gargarises parce que tu gagnes 3 000 € par mois, parce que tu regardes vers le bas en disant, mais je suis au-dessus de ceux qui en gagnent 2 500, 2 000, 1 500. Donc en vrai, 3 000 €, ça va, je suis bien. Tu évolues dans la même planète, sur la même planète, que des gens qui en gagnent 50, 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions par mois. Et en fait, rien que cette information-là, elle doit avoir une forme de percussion dans ta tête de te dire, mais comment moi je peux dormir en me satisfaisant des 2 000 € par mois que j'ai, alors que j'évolue sur une planète où il y a des gens qui gagnent 100 fois. Tu sais, lors du Nekao Gala, j'ai évoqué Bernard Arnault parce que je crois que c'était le 14 octobre dernier, c'est historique ce qui s'est passé. En l'espace de 24 heures, sa fortune a augmenté d'une quinzaine de milliards. En 24 heures. 24 heures. Et donc, je pose la question lors du gala, combien d'heures il faut travailler sur une journée pour gagner 16 milliards? Et en gros, mon propos, c'était de dire, il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est dans un monde où il y a des gens qui vivent une réalité qui est très loin de la nôtre. Et je suis pas en train de dire que notre travail est de montrer aux gens comment gagner 16 milliards en 24 heures. J'ai expliqué comment est-ce que ça a été fait, etc. durant la conférence. Mais par contre, tu dois, en fait, pour moi, on est dans un pays dans lequel il y a un monsieur qui a dit, ouais, d'ici à 5 ans, la Russie va attaquer l'Europe et la France en premier. Je peux pas aller dormir en sachant que dans ce monde-là, il y a des gens qui font des 16 milliards en 24 heures et que moi, je suis très content parce que j'ai mes 2 500 € par mois. Et je le dis vraiment pas parce que c'est important que mon propos soit entendu. C'est pas du tout je suis pas dans l'idée de fustiger les personnes qui gagnent cet argent-là. Enfin, j'ai des proches, des frères à moi, t'as vu, qui gagnent ça. Ce que j'essaie de dire, c'est battons-nous pour aller chercher plus, pour accepter cette abondance. Qu'est-ce que tu penses de ce discours, frérot? Et je suis très d'accord avec toi, on est alignés. On est alignés, hein. C'est que toi, t'as pété le plafond vert mentalement déjà. C'est ça. Ça commence par là. Exactement. Ça commence par là. On est dans un système capitaliste, il faut faire de l'argent. Et surtout, pour revenir sur ton propos, et ça, je pense que c'est important, c'est un oiseau en cage, ne se rend pas compte que voler est une maladie. Je crois que je l'ai mal dit. Attends, c'est un oiseau en cage. Non, je l'ai mal dit. C'est un oiseau en cage, croit que voler est une maladie. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, toi, t'as envie de voler, on va te dire non. Reste là, t'es bien. Reste dans la cage, reste dans l'attaque des titans, tu vois. Dans le mur là-bas. Non, mais c'est vrai. C'est réel. Et c'est ça le problème. On peut surtout si t'es entrepreneur. Mon gars, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'enrichit. Mais même si t'es salarié, en soi, il y a aujourd'hui des moyens dépendant des boîtes dans laquelle tu évolues, qui peuvent te permettre d'évoluer. Si jamais aujourd'hui, tu sais que tu évolues dans une société qui ne te permet pas d'atteindre les objectifs que tu veux d'un point de vue financier, tu as le droit de changer. Si jamais tu te dis, ah, c'est compliqué parce que j'ai quand même cet avantage du sacro-saint CDI là qu'ils nous ont vendu, aucun problème. Trouve ce qu'on appelle un side business. Développe un side business. Ah oui. Aujourd'hui, je le répète, on est dans un pays qui dit qu'il faut que nos enfants soient envoyés au front. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut que si jamais, demain ou après-demain, on ait besoin de bouger, que tu puisses te dire, ok, je vais bouger parce que j'ai gagné suffisamment. Et ce plafond de verre-là, tant qu'on n'arrivera pas à comprendre, on n'arrête pas de dire qu'on est dans un monde capitaliste. Le monde capitaliste, ça veut dire que dans ta main, t'as un iPhone.
Tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand toi, t'achètes ton iPhone, en fait, tu t'appauvris dans la mesure où tu vas donner 1500, 1600 euros à Apple, mais t'as des gens qui, au lieu d'avoir uniquement que ce téléphone, ont des actions de cette société. Tu vois? Je sais que de par les confessions, tu vois, religieuses, il y a des choses qui sont pas faisables, mais c'est juste pour expliquer le monde dans lequel on est. Quand toi, en fait, tu es sur Instagram et que tu es en train de scroller, tu te rends pas compte que tu es du coup ce qu'on appelle une audience et que cette audience-là, Instagram la revend à des entrepreneurs comme nous autres. Nous, on paye Meta pour figurer dans des publicités pour que les gens nous voient, parce que on sait que c'est comment dire l'un des réseaux sociaux qui a le plus d'audience. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le capitalisme, c'est comprendre que toi ce que tu penses faire, voilà, comme ça, parce que soit c'est gratuit quand tu scrolles, ou alors parce que c'est sympa d'avoir le iPhone 17. La réalité, c'est que tu enrichis des personnes pendant que tu t'appauvris, et la seule chose qu'on te met en perspective dans ce monde, c'est achète ça. Parce que quand consomme. Parce que quand tu consommes ça, t'es quelqu'un. Quand t'as cette montre, voilà. Quand t'as cette montre, t'es quelqu'un. Quand tu es sur ce réseau social-là, t'es quelqu'un. Quand t'as ce téléphone, t'es quelqu'un. Quand t'as cette voiture, t'es quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est parce que t'as pété le plafond vert mentalement. Faut commencer par là. C'est ça. Et au bout d'un moment, il y a une expertise qui rentre parce que t'as envie de devenir un boss, tout simplement. Tu veux en être. Et ça, c'est pas interdit. Il faut qu'on ait ce mindset-là. Peu importe ce que tu fais, après, l'entrepreneuriat, c'est une voie parmi tant d'autres. Mais t'as des sportifs aujourd'hui qui sont très riches, t'as des artistes qui sont très riches, t'as des salariés aussi. Parce que on dit le salariat, mais y a pas que de la mauvaise chose dans le salariat. Tu peux être salarié chez Google et toucher 200 000 euros l'année. 100%. 100%. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se mettre des barrières limitantes. Et surtout, diaboliser ceux qui veulent le faire. Si toi, tu veux pas le faire, parle pour toi, parle en ton nom. Parle en ton nom, champion. Non, mais c'est vrai. Parle en ton nom, champion. Ça veut dire que si toi, pour toi, c'est pas pour toi, t'as le droit. Est-ce que t'as déjà entendu des discours comme ça Oui. en ton encontre? Oui. Pourquoi tu veux aller là-bas? Pourquoi tu veux faire ci? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je suis trop ambitieux. Non, ok. Je déborde d'ambition. Ok, d'accord. Ah ouais? Ok. Ok, pas de problème. On m'a dit ça il y a quelques années. Je déborde d'ambition. Moi, je l'ai vécu un peu comme une... Aujourd'hui, je m'en fous. Mais tu vois, quand t'es jeune, tu te manges ça, toi, tu parles de tes rêves, on dit tu débordes d'ambition. Ah ouais? Ok, peut-être c'était pas aussi précis que là et tout. Mais t'as pas le droit. T'as pas le droit de me dire je déborde d'ambition. C'est pas ton rêve. 100%. C'est pas ton rêve. Moi, je vais te raconter une anecdote qui m'avait énormément marqué. Et ça, je me dis, ah ouais, ok, là, on a du boulot. Je suis dans mon délire un peu de fac, tu t'émancipes et tout. Ouais, ok. Je suis à la cité, donc moi, je suis content. Moi, je suis très expressif. Donc, je parlais avec mon pote, ouais, je vais au musée et tout. Un grand de mon quartier, il entend. Tu vas au musée, toi? Hardcore. Lui, il se rend même pas compte de la violence. Ouais, c'est Moi, fou. je suis dans mon truc. Tu vas au musée, toi? Il me le dit en mode méprisant. Non, mais c'est même pas, tu vas faire genre. Juste, il a dit ça. Il tue, lui. En fait, toi, tu tues. Tout le chemin, je pense au mec. Ça se trouve, il a raison. Qu'est-ce que pourquoi je vais au musée? J'allais au musée du Louvre, carrément. Mon gars, je suis en train de m'émanciper. Je m'ouvre. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. T'as eu les mecs comme ça, et aujourd'hui, sans critiquer cette personne, mais voilà, il est encore au quartier. T'as le droit de rester au quartier, mais tu vois, pour dire la mentale. Bien sûr. Est-ce que je l'en veux aujourd'hui? Non, parce que ça m'a permis d'être résilient. Mais si je l'aurais écouté, ça veut dire quoi, ça? Non, c'est réel. Toi, en fait, on en est là. T'es un gars de quartier, t'as pas le droit d'aller au musée. Si j'ai envie d'aller à l'opéra, et ton problème à toi, il est où? Non, mais frérot. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Et l'argent, c'est ça. Moi, je vais devenir milliardaire. Il tue. Mais c'est toi, tu tues. Si toi, c'est pas ta DA, laisse. Moi, j'entends un petit de mon quartier qui me dit qu'il va au musée. Frérot, tiens, même 20 €, va t'acheter à manger. Tiens, va là-bas. Encourage-le dans son truc. Tous les jours. Et c'est ce que vous faites. Les podcasts comme ça, c'est important parce que c'est des skills qu'on prend. On parle d'éducation financière, on parle de faire de l'oseille. Pourquoi pas? Être boss, ouais, c'est être boss. Faut pas qu'on soit que boss à la surface, en mode, ouais, on est au front, ouais. Non, être boss, frérot, ceux qui contrôlent le monde, c'est les capitalistes. Les politiques sont dirigées par des capitalistes. 100%. Voilà. Donc, si toi, t'es pas dans l'économie, t'es pas dans le business, mon gars, tu vas rester là où t'es. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, ce que tu dis pour moi
doit être entendu parce que la réalité, c'est que tant qu'on ne comprendra pas que dû à là d'où nous venons, dû à notre histoire, nous n'avons pas plugué au capitalisme, c'est-à-dire que nous n'avons pas fait ce travail pour comprendre comment fonctionne ce système financier. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans ce podcast, mais c'est important. C'est la base. C'est la base. C'est la base du monde aujourd'hui. La richesse, c'est nous. La richesse, c'est cette mélanine, c'est ce qu'il y a dans le sol de chez nous. Fort. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas de monde Sans Afrique. sans Afrique. D'accord? Les Asiatiques sont chez nous. Les Libanais sont chez nous. La communauté Feuge est chez nous. Tout le monde est chez nous. La réalité, c'est que ce monde-là ne tourne pas sans notre Afrique. Et nous, on est ouvrés chez tout le monde. mais en fait, c'est pour ça que je dis et que je donnais l'exemple du téléphone. Les gens, t'as vu, qui vont le payer en 24 fois, sur 24 mois. Les gens qui vont scroller. En fait, d'expliquer que on doit passer de cet état dit, ou de cette communauté dite de consommation à une communauté dite de valorisation. On doit maintenant valoriser. Parce que la réalité, c'est que la richesse, c'est chez nous. Et les gens diront, ok, d'accord, mais du coup, la richesse, c'est chez nous. Enfin, dans quelle mesure est-ce que moi, ça m'impacte personnellement? Ça va t'impacter parce que la réalité, c'est que ces personnes-là, quand elles ont compris que la richesse n'était pas chez eux, ils ont créé un autre système dans lequel, en fait, tu vois, ils ont fait des petits papiers sur lesquels ils ont écrit 5, 10, et ils ont dit, maintenant, la richesse, c'est ces papiers-là. Mais pour pouvoir baquer ces papiers, pour que ça vaille quelque chose, ils pillent les terres de chez nous, tu vois. On parle du Congo, on parle, tu vois ce que je veux dire? Ils pillent. Même l'esclavage, ça a été résolu pour des raisons économiques. C'était ça. Bien sûr. Ça a été principalement pour Oui, ça, c'est en fait. pas pour nos beaux yeux. Hein. Clairement. C'est pas pour les manifs. Clairement. Non, mais c'est vrai. Tu vois? Donc, la réalité, c'est que quand tu comprends ça, ce que tu dois comprendre, c'est que, ok, donc, la richesse, c'est chez nous, mais ils ont dévoyé cette richesse. Maintenant, cette richesse-là, c'est eux qui en profitent. Mais nous, vu qu'on n'a pas pris le temps, et c'est pas de la faute de nos parents, parce que ce qu'ils ont fait, eux, c'est une dinguerie. Mais notre travail à nous, c'est de maintenant comprendre, ok, Game changer. c'est quoi les règles? C'est quoi les règles maintenant? Bien sûr. Et même créer nos règles. Parce qu'une fois que tu as de l'oseille, tu crées tes règles. Merci. Tout simplement. Merci. Il faut qu'on pète le plafond vert mentalement déjà. Ça commence par là. En fait, c'est des étapes. Comme je dis, c'est la colonisation et autres. Ça date pas de longtemps. Là, on y arrive. Doucement. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent. On est expert aussi dans des domaines. On se professionnalise. Et je pense que avec le temps, si c'est pas nous, ça sera nos enfants. Si c'est pas nos enfants, ce sera les enfants de nos enfants. Il faut qu'on pète le plafond vert mental. S'enrichir, c'est pas une mauvaise chose. Comme je t'ai dit, un oiseau en cage pense que voler est une maladie. On est dans une cage. Si. Non, mais on va. Je m'inclus dedans. Non, mais bien sûr. Dans quelle mesure, par exemple? Dans quelle mesure, comme je dis, que l'entrepreneuriat et le fait de s'enrichir, c'est venu tard. Moi, j'étais dans mon truc un peu militant. Ouais, même militant, c'est un gros mot, mais dans mon truc, ouais. Mon gars, ceux qui font du bif, ils crient pas trop. Hein. Exactement. Là, moi, je fais des podcasts et tout, là, mais ceux qui font vraiment du bif, là, ils crient pas trop. Hein. Bernard Arnault, tu l'entends? Tu l'entends sur des sujets précis, mais il parle pas beaucoup. Hein. Bien sûr. Il faut qu'on soit dans ce truc-là. Moins dans l'émotion, mais plus pragmatique et opérationnel. Et là, tu verras. Moi, j'ai l'impression que Bernard Arnault, il parle pas beaucoup parce que on appelle ça de la old money, c'est-à-dire que son père lui a transmis la société. Après, il en a fait quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Ça enlève pas le mérite. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression que nous, on a cette responsabilité, de parler. Tu disais, par exemple, que il y a des hommes, des femmes, tu vois, qui sont issus de notre communauté ou des quartiers, tu vois, qui ont réussi. Je pense que c'est important que ces personnes-là parlent parce que on a besoin de. On en a besoin. Donc ça existe. Ah, donc le frère il bouge comme ça. Ah, la sœur elle a fait ça. Mais en fait, si elle l'a fait, ça veut dire que je peux le faire. Et quels sont les conseils? Comment est-ce qu'elle peut m'aider? Vers quelle voie il me faut me diriger pour moi aussi y aller, tu vois? Nous, contrairement à eux, on a besoin en fait de personnes qui parlent, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit véritablement quelque chose de bien de ne pas avoir, tu vois, à partager le knowledge. Ouais, le give back c'est important. C'est super important. On parle des Kerry, les Kerry sont dans le give back à fond. C'est primordial. T'as parlé beaucoup d'émancipation sociale. Ouais. Moi, j'aimerais que tu me dises le jour où tu auras réussi, genre pour de vrai, tu vois, selon toi, à tes propres yeux, en fait, ça ressemblera à quoi concrètement? Et est-ce que, je sais pas moi, il y a une scène, une photo, un moment précis
au travers duquel tu te diras, hey frérot, c'est quoi? Ouais, là, je pense que quand je serai arrivé à là ou à ça, je pourrais dire, j'ai réussi. Quand j'investirai mon propre capital dans des entreprises de banlieue et d'Afrique. Ouh! Ouais, ça c'est mon objectif ultime, devenir business angel. Pouvoir aider des gens comme moi au niveau des valeurs, hein, bien évidemment, à développer leur boîte, que ce soit dans le social aussi, même des associations, mais pouvoir mettre la main à la pâte financièrement, c'est important. Devenir business angel, ça, le jour où je suis business angel, là, je peux te dire, je suis un boss, c'est bon, j'ai réussi. Magnifique. Ah, c'est ça mon truc. C'est fort ce que tu dis, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais non, mais parce que en fait, tu vois, là, cette semaine, on a finalisé parce que il y a une branche Club Deal au sein de la NECAO, et nous, ce qu'on veut, c'est aider des frères et des sœurs issus de la communauté qui développent des idées à fort potentiel de croissance. Et là, on a finalisé cette semaine un deal qu'on a transmis à on appelle ça les NECA1, les personnes qui sont au sein de la NECAO School. Ça veut dire quoi NECAO School même d'ailleurs? Alors NECAO, c'était un pharaon. Okay. C'était un pharaon, tu vois. Et pourquoi déjà on a choisi NECAO parce que le nom NECAO, en fait, on aimait bien, mais c'est surtout que c'était un pharaon et qui était réputé pour avoir un vrai sens du commerce. Ok. Tu vois. Et en fait, il y a trop tu vois, ça sonne trop avec, tu vois, ce qu'on veut transmettre en termes de vision, de valeur. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça NECAO, tu vois. Et donc les NECA1 ont finalisé cette semaine, tu vois. Et pourquoi pour moi c'est important de le dire, c'est parce qu'on est là début décembre. Et que c'est le moment où les gens ont coffré, ont mis de l'argent de côté pour les cadeaux de Noël. Eh ben nous, nos NECA1, ils ont mis de l'argent pour investir leur argent, tu vois. Fort. Pour investir leur argent dans une société qui a été montée par un frère et qui veut tout casser, tu vois, à l'international. Eh ben pour moi, c'est on va le répéter, hein, même si ça gêne les gens, mais c'est le mindset qu'il faut avoir. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Ça veut pas dire qu'ils feront pas de cadeaux, hein, attention. Ça veut pas dire qu'ils feront pas de cadeaux, mais ils ont alloué leur argent à quelque chose qui potentiellement peut leur permettre de faire des multiples intéressants, tu vois. C'est trop fort. Je l'avais dit dans un podcast précédent, il y a Feneux qui a créé son émission Qui mise sur moi. Ça, c'est puissant. En fait, toutes ces actions, en plus, surtout qu'on market, parce que tout le monde voit maintenant, c'est devenu un sujet populaire, ça va inciter les gens à s'intéresser à tout ce qui est éducation financière, à tout ce qui est entrepreneuriat. Ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais ça va toucher les concernés. Et ça, c'est la base. Là, ce qu'il a fait avec son émission, là, c'est que, ouais, on peut être de quartier et on peut s'entraider entre nous. Et il faut qu'on soit dans cette DA-là. C'est primordial. 100%. Si on fait pas ça, on va pas réussir à s'émanciper. Une réussite individuelle, elle a des limites. Clairement. Une réussite collective, c'est puissant. Quand tu regardes le monde, c'est pas un mec qui dirige le monde. C'est des groupes, c'est des équipes. 100%. Ouais. Comment est-ce que, toi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est superbement important pour toi aujourd'hui d'avoir cet impact-là? T'as dit, pour moi, j'aurais réussi quand je serai en capacité de mettre des capitaux dans des entreprises. Parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Non, mais c'est vrai, pourquoi c'est important? Parce que l'argent, c'est un outil. Donc, si tu réussis à mettre de l'argent dans le business d'un frère ou d'une sœur, que cette personne pète, demain qui va créer de l'emploi, le schéma il va se répéter. Et là, tu verras plus de réussite dans nos pays et dans nos territoires, dans nos quartiers. Elle est là, la plus-value. Et surtout, que on soit au contrôle de nos boîtes et de notre valeur. Souvent, il y a des gens qui investissent, mais ils n'ont rien à voir avec nous. Sans rentrer dans un certain débat. Clairement. Mais il y en a qui investissent, ils n'ont rien à voir. Au contraire, ils se disent, ah, bingo, eux là, vas-y, il y a une opportunité, on va investir sur eux, vas-y, t'inquiète. Non, frérot. Toi, pourquoi tu serais pas le business angel de mon business? Let's go. En plus, dans la représentation, dans la DA, tu vas plus me comprendre, tu vas comprendre mes réalités, tu vas pouvoir mieux me conseiller parce que tu as la même vie que moi, les mêmes codes. Pourquoi pas? Clairement. Pourquoi pas, demain, je suis business angel d'une multinationale. C'est ça, en fait, le truc. Moi, c'est ça, l'ambition, il faut se permettre de penser jusque là-bas. Et surtout, nos pères, c'est ça que la vision qu'ils avaient.
T'as parlé de Pharaon et tout. C'était des gens comme nous, hein. Non, mais c'est réel. C'est réel. Voilà. Tu sais, je le disais tout à l'heure, nous, on est conscient que on est très ambitieux quant à notre vision. Je disais que on souhaite réussir à faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. Fort. Dans le sens large. 1 million qui mettent 100 € par mois dans un beau commun, ça fait 100 millions. Ça fait plus d'1 milliard à l'année. Bah oui. Il y a pas des choses à faire. Et des fois, quand tu dis ça, tu peux te dire, waouh, mais attends, les mecs, qu'est-ce qu'ils racontent derrière leur micro? La réalité, c'est que là, à l'heure où on parle, et j'en parlais hier parce que j'étais en live avec Loïc, j'ai regardé, il a été recensé qu'en 2024, il y a 95 milliards d'euros qui ont transité de l'Europe vers l'Afrique. Via tout ce qui est Western Union, tous ces trucs-là. 95 milliards. D'euros. D'euros, Pas CFA, hein. 95 milliards d'euros, mon gars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diaspora, il te disait que c'est l'équivalent de 5% du PIB du continent. Produit intérieur brut. 5%. C'est-à-dire que nous, là, on se dit, ah oui, je gagne 2000 €, l'autre il dit, je gagne 2500, l'autre il dit, je gagne 1500, mais on se rend pas compte que tout l'argent là qu'on envoie en Afrique parce qu'on veut aider les nôtres, si jamais c'était bien géré, si jamais c'était bien structuré, 95 milliards. Mais si demain Chabornaria a besoin d'1 million, si demain la sœur elle a besoin de 500 000, si l'autre, les Asiatiques le font aujourd'hui. On est en Île-de-France, tous les bars tabac, c'est les Asiatiques. Ils vont pas tous faire la queue à la BNP pour avoir des prêts. Au contraire, ils font des tontines comme nous. Merci frérot. Les tontines, moi j'ai toujours été élevé dans ça. Hein. Les tontines et tout, c'est des moves qu'on fait. Sauf que on n'est pas éduqué financièrement. Voilà. Il y a 2 sujets qui sont hyper importants. On l'a dit en off tout à l'heure. C'est la santé mentale. Parce que ça aussi c'est important. Si en haut ça fonctionne pas bien, il n'y a rien qui fonctionne. Et l'éducation financière. Quand tu maîtrises ces 2 sujets-là, ça résout tout. Tu peux aller tellement loin. Ouais. C'est ça, il faut qu'on arrive justement à utiliser à bon escient nos outils. Tu as parlé des Chinois et autres. Ils font des tontines. Clairement. Sauf que eux le font avec un principe. Je dis pas que les autres ne le font pas, hein, mais majoritairement, souvent, moi, quand j'étais à la maison, j'entendais la tontine, c'était de la consommation. On prenait pas un pour faire 2. Bravo. Sans juger qui que ce soit. Non, mais après, c'est réel. il y en a qui le font, il y en a qui créent leur boîte et tout avec et tout. Mais c'est pas le monnaie courant. Clairement, c'était acheter la voiture, c'était faire les travaux à la maison, c'était pour consommer. C'est de la consommation. Ah, après, il y en a qui sont dans le besoin et tout, il y en a qui ont d'autres vies. Bien sûr. Quand tu regardes, moi j'ai grandi avec eux, la communauté asiatique, pakistanaise et tout, ils font des tontines. En plus, il y en a, ils font des tontines pour avoir accès à des logements. Ils sont propriétaires. Ils créent des boîtes. Et carrément, j'avais même entendu que chez les Asiatiques, je sais plus, je crois que c'est des Chinois, ils ont, dans leur truc là, ils sont obligés d'investir chez l'autre. Il y a un truc comme ça, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais j'avais entendu un truc comme ça. Pour dire que non, en fait, quand t'arrives, va mettre tes thunes là-bas, en fait, mon ref. Mais tu vois, le truc, c'est ça, c'est que dans cette dimension business, parce qu'on parle de dimension business, même si elle est communautaire au préalable, c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que, ok, tu participes à la tontine, ok, t'as pris tant, mais si nous on te prête tant, eh ben on va prendre tant de ton business. Et c'est ok en fait, tu vois, il y a pas de souci. En fait, il faut que ça tourne. On n'est pas éduqué financièrement, on en revient là. Tu vois, mais c'est pour ça que c'est franchement. Et tiens d'ailleurs, parce que il nous reste quelques minutes. En quoi est-ce que la santé mentale pour toi est primordiale et comment est-ce que tu penses que nous autres, et je parle notamment des hommes noirs parce que c'est des sujets avec lesquels on n'est pas toujours très à l'aise, tu vois, comment est-ce que c'est quelque chose qu'on peut implémenter, tu vois, dans notre vie? Faut qu'on s'incite à aller voir des psychologues, il faut qu'on prenne soin de notre santé mentale. Tu sais que c'est fort ce que tu dis parce que c'est rare hein, que les gens disent ça. Ah, mais moi faut que je parte là-bas là, c'est important. Avec mon gars Monsieur Marakanté, on en parle souvent. C'est un sujet qui est hyper délicat et hyper important aussi. En plus, surtout que on a une carapace de homme fort, mec la street, on se péta, voilà, on recule devant rien. Mais en off, tu vois, quand il est 1h du matin, 2h du matin, dans la voiture, on se parle, c'est très émotionnel. Là, tu te rends compte, tu dis, ah. Des fois, tu craques, tu dis, ah, ok. Et au final, il faut que nous, si j'y arrive pas, c'est ok. Après, c'est les réseaux aussi, hein, tous les trucs. Si tu fais pas ça, t'es pas un homme.
En fait, les gens ne se rendent pas compte de la violence du truc. C'est ça. En fait, t'es en train de nous dire que si j'arrive pas à faire telle chose, je suis pas... L'humain... je suis pas un homme. Je suis pas un homme. Ah, bien sûr, bien sûr. Les gens se rendent pas compte de la violence des mots. Et ça se trouve que t'es juste en échec. Ça veut pas dire que... Ça veut rien dire, en fait. Ça veut pas dire que je réussis pas aujourd'hui, que je vais pas réussir demain. Donc toi, tu me dis, comme moi, je suis en échec par rapport à ça, je suis pas un homme. Ou si demain, il m'arrive une galère, je peux pas dire que j'ai mal. Je peux pas pleurer. Je peux pas être émotionnel. Moi, j'ai déjà été sujet à ça. On m'a dit, non, t'as pas le droit, toi, t'as pas le droit de craquer. de craquer. Ouais, bien sûr. J'ai 15 ans, tu me dis ça. Aujourd'hui, j'en paye encore les pots cassés. Parce que quand je craque pour de vrai. Et ça, c'est chaud. Et les hommes noirs, c'est ça, en fait. Faut s'assumer. Nous, on va tous voir des psychologues. Pour de vrai. Non, c'est chaud. On en a besoin. C'est chaud, c'est chaud. Tu sais, je t'ai beaucoup entendu parler du fait que les mangas, Fort. Voilà, dans la construction de ton mental, jouaient à quelque chose. Je t'avoue que j'y connais pas grand chose. La base, tu vois, les DBZ et tout, mais j'ai cru comprendre que le shonen était un art particulier. Et si toi, tu devais évoquer l'arc dans lequel tu es là aujourd'hui, ce serait quoi? Là, je suis dans One Piece, quand Luffy, il a fait la guerre au sommet avec Marineford, et là, il se fait entraîner par Rayleigh. Ok, donc là, t'es dans... Ouais, je suis dans le processus. Voilà, actuellement, je travaille avec les déterminés, je travaille avec Monsieur Moussa Kamara, qui est pour moi un très grosse grand... dédicace à lui. Ouais, très grand exemple de réussite. Avec Awad Ramé aussi, avec qui je travaille beaucoup. Et c'est Time to Start. Time to Start, Awad Ramé. Ces deux personnes-là, ils me donnent les skills. Vraiment, c'est deux personnes que j'affecte énormément, Awad Ramé, Moussa Kamara. Et en fait, eux, ils apprennent à Luffy à utiliser son haki, le haki des rois. Voilà, le haki des rois, le truc qui va faire, tu vois, la puissance qui va faire que tu vas arriver au-dessus. Et là, je suis là. Moi, je suis très en phase avec moi-même. Je suis un débrouillard. J'aspire à devenir un très grand entrepreneur, à être riche. Mais je suis quand même dans cette phase de débrouillard. Mais je passe ce cap. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Nouvelle ère. Dans 5 ans, Charbonnaria, ça ressemble à quoi dans ton esprit? Dans mon esprit, la brand... On sera en 2030. Hyper impactante, partout en France, même en international. Développer bien l'organisme de formation. Et j'espère, Inch'Allah, pouvoir devenir business angel. Tout simplement, le plus tôt possible. Mais bien le faire. Et Charbonnaria, j'aimerais bien que ça soit une grosse marque à impact. Que ce soit dans l'organisme de formation, que ce soit dans le merchandising et aussi dans l'investissement. Ça, franchement, c'est le rêve ultime. Magnifique. Magnifique. 5 ans, mais 5-10 ans. Super clair. Ouais. Tu sais, je t'ai dit que on terminait souvent le podcast par un coup de cœur. Est-ce que y a un film, un manga, une citation, un son, tu vois, que t'as découvert dernièrement ou que t'as écouté dernièrement où tu t'es dit waouh, j'aime beaucoup, tu vois, ou peut-être une rencontre, quelqu'un, je sais pas. Ouais. Là, j'ai terminé Wano dans One Piece et il y a Luffy qui se tape contre Kaido. Il se transforme en Gear 5, Gear 5 et il dit ouais, tu sais qui je suis? Je suis Luffy, je suis le futur roi des pirates. Qui sont. Et là, moi, je l'adapte à ma manière. Je suis Ibrahim Silla, je suis le futur roi du charbon. Let's go. Voilà. Toute humilité. Je reste sur ça. Non, mais c'est bien. Tant que t'es de toute façon concentré et dans l'entraînement, en écoutant tes mentors, y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Hein. Mais quand je dis je suis le futur roi, c'est pas une réussite individuelle. Parce que je sais que je représente des gens, en fait. Là, je suis devant toi, je représente mon quartier, les Fauvettes. Et je représente aussi, je pense, tous les quartiers de France. Je suis un peu la synthèse de tout ça. Donc, si je suis roi, tout le monde est roi. Parce que je représente ces gens-là. Tu vois, les gens qui viennent d'en bas et qui sont battus pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Tu sais, Mansa Moussa, c'est un roi. Hein. Je suis pas trop fan de Mansa Moussa, moi. Tu vois, c'est dommage, on arrive à la fin et du coup, voilà, là, tu m'as lancé dans un truc. En tout cas, ce que je voulais dire, au-delà de ça, c'est que ça reste quelqu'un qui avait dans l'intention, malgré effectivement sa position, tu vois, de distribuer. Mais ouais, la Trona, moi, j'aime pas trop Mansa Moussa. Alors désolé. Pourquoi en rapide? Pourquoi en rapide hein. Il a fait couler l'empire, mon rêve. Il est dans ce truc de... Parce que moi, c'est la lecture que j'ai. Peut-être que je me trompe. Hein. Pourquoi tu veux plaire aux autres? Pourquoi tu donnes l'argent? Tu sais,
tu dois donner l'ordre, donne ça à ton peuple. Moi, je suis dans celle-là, donne ça à ton peuple. Dans ton peuple, il y a aussi des pauvres, il n'y a pas que des riches. Il en a donné à son peuple, hein. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il a fait cool. Et en fait, s'il aurait snap, il aurait snappé, lui. Ça va être un genre de Nasdaq, il est là, il snap à tout le monde. Non, mon ref, non. T'as fait couler l'Empire. En tout cas, bah, là, c'est vraiment dommage parce qu'on arrive à la fin. Ouais, non, mais tu vois, pour le coup, c'est super intéressant. Mais là, j'aurais eu plein de questions à vouloir te poser, mais on arrive à la fin. Pourquoi pas, on en reparlera lors d'un autre épisode. En tout cas, moi, j'ai été trop heureux de t'avoir parce que je pense que c'est important d'avoir à signifier que on est issu des quartiers et que, en fait, c'est pas une fin en soi. Faut qu'on arrête de s'excuser. Faut qu'on arrête de s'excuser. Franchement, même Zeka, franchement, grosse dédicace à toi aussi. C'est quelqu'un que j'aimerais bien recevoir ici aussi. Vraiment. Je pense que il faut qu'on arrive à comprendre que ce plafond de verre, c'est bon, il est arrivé à la fin et que là, en fait, il va exploser par le type d'initiative que tu crées, par l'envie qu'on a envie, tu vois, de propager, de partager. Je pense que c'est primordial. Moi, mon coup de cœur, c'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, le fait que via le Nekao Gala, on a réussi en fait en rentrant en contact avec des personnes extraordinaires. Des personnes qui sont reconnues sur le plan national et qui nous ont suffisamment fait confiance parce qu'ils ont compris quel est notre message, de quelle façon est-ce qu'on souhaite impacter pour nous dire, vous savez quoi, on a telle typologie de projet, on veut que vous le portiez avec nous, tu vois. Fort. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me touche énormément. T'as vu ce qu'on vient de dire avec le frérot Ibrahim, 95 milliards d'euros ont transité en 2024 de l'Europe vers l'Afrique. Ça veut dire qu'on a une puissance financière. Le vrai problème qu'on a, c'est que non seulement on manque un peu de cette éducation, mais en plus, on n'a pas compris de quelle façon se structurer pour que ça puisse véritablement nous profiter. Tu as peut-être 1000, 5000, 10 000 euros, plus, peu importe, de côté, qui dorment dans des livrets bancaires. C'est la pire chose, je te promets que c'est vrai, hein, c'est la pire chose que tu puisses faire. Aujourd'hui, le livret A est à 1,7%. Quand tu regardes ce qu'on appelle le niveau d'inflation, tu t'appauvris, mais tu t'en rends même pas compte. Et tu nourris un système qui va contre toi. Si ce sont des notions que tu souhaites maîtriser, comprendre et bien aborder pour faire de cette année 2026 une année de connaissance, mais aussi voilà, une année qui te fera du bien quant à ton argent, prends un rendez-vous gratuit, tout est dans la description. Frangin, merci beaucoup vraiment pour ce moment. Prends soin de toi, mon gars. Merci toi. Longue vie à Charbonnaria. Longue vie à parce vous qu'on aussi, est tous des charbonneurs. Ouais. et à très bientôt. Le charbon continue. Let's go. On se suit. Ciao, ciao.